Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes justement dimanche, il est 11 heures pratiquement, passé de 30 minutes. C'est votre programme Libre Expression qui revient sur les grands faits saillants de l'actualité qui ont marqué la semaine qui s'achève. Deux sujets nous intéresseront de manière prioritaire dans le cadre de ces échanges. Tout d'abord, on essaiera de comprendre, d'analyser la décision du ministre des Transports, Ernest Masséna Ngalé-Bibé, une décision de manière claire qui suspend l'agence de voyage touristique Express après cet accident de la circulation qui a laissé pratiquement une quinzaine de personnes sur le carreau. Le ministre n'est pas allé du dos de la cuillère pour suspendre justement l'agence touristique pendant un mois. Du coup, un débat est né. Ça va dans tous les sens au niveau de l'opinion nationale. Beaucoup qui estiment que c'est une bonne décision. Au moment certain, pense néanmoins que le ministre des Transports a eu la main très lourde. On analysera dans le cadre justement de ce programme. Le deuxième sujet qui nous intéressera nous amènera à parler de ce que l'on devrait de plus en plus qualifier au Cameroun de repli identitaire. À quelques jours de la célébration de la fête du 20 mai, synonyme de la fête de l'unité au Cameroun, comment expliquez-vous, quel regard posez-vous sur ce repli identitaire qui gagne en puissance, sur ce tribalisme qui s'enracine au niveau des gènes des Camerounais? De toutes les façons, pour en parler avec efficacité, profondeur et froideur ce dimanche, ils seront hommes politiques, ils seront syndicalistes, ils seront consultants, ils seront acteurs de la société civile avec un seul objectif, vous dire la vérité et rien que la vérité. Merci de nous faire confiance en direct sur Info TV. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Jean Collins Defossoken, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes et surtout bonjour aux téléspectateurs. Je précise que Jean Collins Defossoken est un syndicaliste qui n'est plus à présenter au niveau du Cameroun. Vous êtes le président du Synester, entendez, syndicat national des employés du secteur terrestre du Cameroun. Des transports terrestres du Cameroun. Et comment se porte votre syndicat? Non, ça va bien. Au-delà, n'est-ce pas, des aspérités qui nous empêchent de nous mouvoir en toute quiétude, mais on tient bon, parce que vous savez, c'est le débat public. Il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir bousculer les lignes, et c'est pas facile. Il y a pratiquement des réalités qui ont été là pendant longtemps, et puis les faire bouger, c'est pas évident. Entre-temps, vous êtes quel genre de président de syndicat? Celui qui est l'ami du gouvernement ou celui qui fait son job de manière objective? Quoi qu'il en soit, si j'étais l'ami du gouvernement, Parfait le sait. Vous êtes très informé. Je fais mon boulot sans état d'âme. Et j'ose croire que depuis que je suis dans le leadership syndical, les lignes ont bougé, n'est-ce pas, grâce aussi à ma contribution. Merci Jean Collins Defossoken. Votre apport nous sera précieux dans le cadre justement des sujets inscrits à l'ordre du jour, surtout le sujet portant sur la suspension de Touristique Express. Nous accueillons également notre invité, Francis Essomba. Bonjour. Bonjour Parfait Haïssi, bonjour à mes copanélistes. Tout le plaisir est le mien de partager ce plateau avec un camarade syndicaliste aujourd'hui. Et je profite cette occasion à l'aune de la célébration de la fête de l'unité pour déjà souhaiter une bonne fête à tous mes amis, à tous les Camerounais, parce que nous sommes unis. C'est le Cameroun qui nous unit. C'est pour ça qu'on nous appelle les Camerounais. Et nous sommes unis par d'autres canaux. C'est l'occasion pour moi de saluer mes amis du lycée technique de Mbalmayo, des anciens élèves, où je suis président. On retrouve là des Bamileke, des anglophones, et je n'en sais. Donc, je salue tous ces amis-là, tous ces frères camerounais,
et leur souhaite par anticipation bonne fête de l'unité. Francis Essomba, je vous ai suivi tout à l'heure, dit que vous saluez votre camarade, le syndicaliste. Vous êtes également syndicaliste? Oui, je suis président régional du syndicat des travailleurs du Martinique. Ah, d'accord, je comprends. Une solidarité syndicale. Voilà. Francis Essomba est en politique cadre du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti que dirige le président Paul Biya. À côté de Francis Essomba, nous allons accueillir un vieux de la vieille, Sylvestre Nyek, bonjour. Parfois ici, bonjour et merci pour cette invitation. Je dois dire que ce matin, vous avez invité des gens sans savoir qu'ils avaient tous, à défaut d'un côté formellement syndicaliste. Vous êtes aussi syndicaliste. D'un côté corporatif. Je suis entre autres le président du groupement des acteurs du secteur forestier du Cameroun. Ah, décidément. Ça veut dire qu'on défend, je défends moi aussi, un secteur d'activité ayant comme interlocuteur le gouvernement. Mais nous, on est un groupement des acteurs parce qu'on n'est pas tout à fait dans la défense simple des intérêts. Nous proposons comment le secteur devrait fonctionner pour que le Cameroun gagne plus d'argent, après que, évidemment, ceux qui investissent en aient gagné avant. Je souligne que Sylvestre Nyek est ancien maire de la commune de Makak, mais également homme politique du côté de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'être là. Je vous en prie. Lorsque nous avons dit cela, est encore attendu sur ce plateau notre consultant Pierre Blériot Niemek qui est au coincé. Il m'a fait comprendre il y a quelques minutes qu'il y a le tour cycliste qui se déroule. Il est coincé. Nous osons croire qu'il nous retrouvera dans les prochaines minutes. Nous aurons également deux invités au téléphone. Tout d'abord, Alex Nguepi, cet ancien du MRC, devenu membre du côté du Social Démocratique Front. Nous aurons également à partir de Douala la contribution très attendue de Hervé Emmanuel Ocom, qui est lui cadre du côté du RDPC. Bon dimanche, et il y a dimanche, Jean-Bruno et Fangonon avec vous. Nous souhaitons justement, par anticipation, une bonne fête de l'unité à tous les Camerounais. Nous prenons le premier sujet qui nous intéresse ce matin. C'est le sujet portant sur la suspension de Touristique Express. Et il faut bien marteler qu'il s'agit d'une suspension signée du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Angale Bibé. Je commence par Sylvestre Nyek. Sylvestre, de manière générale, quelle lecture faites-vous de cette suspension d'un mois de cette agence touristique Express au Cameroun? Parfois ici, je dois commencer par m'incliner devant les dépouilles de nos frères décédés à l'occasion de cet accident que personne n'a véritablement programmé. Maintenant, moi j'ai une lecture républicaine. Lorsque un accident survient, de façon humaine, je me dis, ça aurait pu être moi comme chauffeur ou comme passager. Tout à fait. Première chose, c'est s'incliner devant les âmes des uns et des autres. La deuxième chose, lorsqu'il y a une sanction, la première chose à faire, c'est s'interroger sur ce que prévoit la loi dans ces conditions. Je dois dire qu'à la lecture du communiqué du ministre, je n'ai pas compris pourquoi l'agence a fait été suspendue. Je me suis demandé, mais le ministre veut régler quel problème avec la suspension? Mais c'est à la lecture du communiqué ou de la lettre adressée au ministre par le top management de touristique que j'ai compris pourquoi ils avaient été suspendus. C'est-à-dire, au-delà de l'accident, eux me disent qu'ils sont disposés, ils disent que le système central de gestion, donc le GPS, ils sont centrés de transport, est opérationnel sur 25 de leurs bus et qui s'engagent à le mettre dans toute la flotte. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont été suspendus et ils assurent le ministre de tout mettre en œuvre pour assumer la sanction. C'est ça le fait. Maintenant, je dois dire que je n'ai pas toujours fait attention à la réglementation régissant le secteur des transports. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une agence de transport? Est-ce que les entreprises remplissent ces conditions? On a la chance d'avoir le président du syndicat des employés du secteur terrestre de transport, c'est une bonne chose. Mais j'ai dit, a priori, la sanction, puisque celui qui est sanctionné dit clairement pourquoi il a été sanctionné, il s'engage à corriger. En ce moment-là, je suppose que lui connaissant la loi. Hein? Oui. Est-ce que c'est une affaire de GPS? C'est parce que les bus n'ont pas de GPS qu'ils ont été suspendus? J'en viens. Dans tous les cas, si la réglementation vous oblige à le faire et que vous ne le faites pas, même sans accident, on devrait vous suspendre. Tout à fait. Même sans accident. Maintenant, peut-être que, comme on est dans le secteur de la tourisme administrative, c'est-à-dire, c'est quand survient un accident qu'on se rappelle qu'il
tel ne devrait même pas être agence de voyage, tel n'a pas fait telle chose. J'ai dit, c'est tout ça, c'est un problème de gouvernance. Il faudra désormais. Parce que je dois dire en fait que moi, je trouve que si, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, hein. Celui qui est sanctionné a dit pourquoi on l'a sanctionné. Parce que moi, j'ai questionné encore que, quelle est cette sanction sans enquête? Peut-être que l'enquête s'est déroulée sans que moi je ne sois informé. Ici, il y a plein de choses qui se déroulent dont je n'ai pas l'information. J'ai dit, l'entreprise elle-même dit pourquoi on l'a sanctionné et assume la sanction. Maintenant, nous, j'ai écouté également mon frère qui est en face dire que quand on crée des emplois, quand on fait ceci, ça me semble un peu dangereux de croire que si vous créez des emplois, vous avez le droit de tout faire. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, ça nous amène ailleurs. Que parce qu'on crée des emplois, on a mis 500 employés, et que si on tue quelqu'un, ou bien un Milan, il faut vous laisser, parce que sinon les gens vont aller au chômage. Je dis, la République est réglementée par des lois. Si la loi permet qu'on sanctionne, et que ce n'est pas disproportionné, j'estime encore qu'un mois, ce n'est pas grand-chose. Ah, vous pensez que... Dès lors qu'il y a 14 morts. Parce qu'en fait, il faut mettre ça en fonction des morts. Il y a 14... D'abord, même s'il y avait un seul mort, ce serait suffisant. Maintenant, au-delà de ça, l'entreprise reconnaît qu'elle n'a pas respecté la règle. Elle avoue. Dans ces conditions, je dis, le ministre est dans une posture qui le ministre a même été clément. Non. Il est dans, comment j'appelle ça? C'est-à-dire, ceux qui ne font rien. C'est-à-dire, en réalité, il ne faut pas laisser quelqu'un fonctionner alors qu'il n'est pas en règle. Et attendre quand il y a un accident pour sévir. Il faut appliquer les règles. Très bien, c'est compris. Selon Sylvestre Nyek, il faut appliquer les règles. Francis Essoumba, il y a un débat qui est justement né, beaucoup qui estiment que de par le caractère social, la dissension du ministre est lourde. Beaucoup qui pensent également que de ce côté du pays, c'est-à-dire au niveau de cette zone septentrionale, touristique occupe une place de choix pour justement le transport des passagers, des colis, des biens et tout ce qui va avec. Pendant un mois, ce sera fatal, même pour les populations. Et donc, une opinion estime que le ministre pouvait fermer les yeux et peut-être sensibiliser encore davantage. Vous vous situez à quel niveau? Le ministre n'a fait que son travail? Oui, pour ma part, je tiens d'abord à féliciter ce ministre, ce camarade du parti qui fait seulement son travail. Et il a tapé là où ça fait mal. Parce que comme le signalait Sylvestre tout à l'heure, il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, qui pensent que tout leur est permis, on peut tuer des gens et ça va. Oui, le ministre d'habitude, en pareille circonstance, on suspend le chauffeur, on suspend le permis de conduire et la vie continue. 30 minutes après, l'agence ne fait même pas ce qu'on appelle souvent... comment on dit, une minute de silence pour dire qu'il y a un de nos bus qui vient de tuer des gens. On peut nous-mêmes vraiment prendre une journée pour le respect, pour le repos, voilà, pour le repos des âmes des gens qui sont décédés. Montrer toute la compassion. Voilà, mais 5 minutes après, des bus sont en train de partir des agences d'un bout à l'autre, au mépris de ceux qui viennent de perdre la vie. Or, maintenant quand le ministre prend cette initiative, les suspendre pendant un mois, ça fait travailler les consciences, parce que c'est un gros manque à gagner déjà pour l'entreprise. Le manque à gagner est énorme. Touristique, c'est une agence que je connais bien particulièrement, et je puis vous dire que c'est à peu près 100 millions qui sont des chiffres d'affaires par jour, qui sont en train de perdre. Et ça va permettre à ce qu'ils se mettent déjà en règle, parce qu'on peut suivre ces bus-là. On peut les suivre notamment par ce GPS où ils ont reconnu que le bus qui allait tomber là n'avait pas, donc il pouvait aller à une vitesse anormale sans que la base ou le ministère des Transports puisse suivre. Donc moi, pour ma part, la sanction... Entre-temps également, est-ce que Francis Essoumba, on ne dira donc pas que les torts peuvent être partagés? Le touristique lui-même avoue qu'ils ont un problème de GPS. Le ministère des Transports n'était pas au courant que touristique n'était pas en règle. Pourquoi venir sanctionner lorsque il y a déjà eu des morts? S'il n'y avait pas eu des morts,
La vie la continuerait. vie sans devrait continuer sans souci. Oui, malheureusement, c'est le cas. Bon, le ministère des Transports, je ne pense pas qu'ils vont faire le gendarme derrière chaque bus, chaque jour, pour voir s'ils ont... Il y a des services qui sont chargés de le faire, mais malheureusement, si le travail n'a pas été fait à ce niveau-là, je peux partager votre avis. Le ministère des Transports a sa part de responsabilité là-dedans. Très bien. Jean Collins Desfossokeng, je l'ai fait à dessein, hein. Passer d'abord la parole à ceux qui ne sont pas du domaine pour que vous les écoutiez. Et maintenant, vous qui êtes expert, pour que vous puissiez prendre la parole en tant que président du syndicat national des employés du secteur terrestre du Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur cette suspension de Touristique Express? D'abord, avant de dire ce que je pense, je voudrais, comme le maire Niek, m'incliner, n'est-ce pas, sur la dépouille de nos compatriotes qui sont décédés. Et surtout avoir de l'empathie pour cette jeune dame qui soutenait sa thèse. Ouais. Et Qui a perdu son dans père ce bus et son se fils. trouvait son père, sa mère et son propre fils. C'est très douloureux. Vous imaginez ce que cette fille est en train de vivre maintenant. Elle a soutenu quand Mais même. malgré tout ça, elle a soutenu. Elle a hein. soutenu. Elle est extrêmement forte sur le plan moral, elle est mental. très forte sur le plan mental. Et j'ose croire, comment nous parlons, elle a déjà reçu la visite du ministre des Transports. J'ose croire. Et peut-être des syndicats. J'ai dit la visite du ministre des Transports. J'ose croire. Il faut dire que cette décision du ministre n'est pas nouvelle. Hein. Ouais. On a eu des cas de suspension, n'est-ce pas, comme ceux-là avant. Général, garantie, ainsi de suite. Et voyez-vous, j'ai toujours dit et pensé que la prévention de la sécurité routière n'est pas une propriété du ministère des Transports. C'est une propriété collective. Ça fait trop d'années que nous venons sur les plateaux parler d'accidents de la circulation. C'est-à-dire, les gens meurent et nous passons le temps à faire des commentaires. Après, on passe, on reviendra ici une semaine après, parler encore de 20 morts. Pourtant, depuis 2001, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, vous connaissez que je ne suis pas louangeur de ce qui concerne le pouvoir, constatant les hécatombes sur nos routes, a décrété le Conseil national des transports routiers. Décret, création du Conseil national des transports routiers, 2001. En 2001 encore, même année, il décrète le Conseil national de prévention de sécurité routière, qui sont deux instances où il est demandé à tous ceux qui tournent autour du transport de se retrouver au moins une fois tous les 3 mois pour diagnostiquer évaluer le transport au Cameroun et pallier les risques d'accidents possibles avec des propositions pertinentes et structurées. De 2001 à 2023, ces comités n'ont jamais vu le jour. Jamais. C'est-à-dire que... Mais finalement, donc, de qui se moque-t-on? Ça veut dire que le ministère des Transports est le seul qui élabore la politique de prévention et de sécurité routière qui n'est connu que d'elle. Maintenant, est-ce que ceux qui, au ministère des Transports, élaborent cette politique ont le profil requis? Pourtant, dans ces deux comités, vous devez retrouver les syndicats que nous sommes, les travailleurs. Vous devez retrouver le patronat des transports. Vous devez retrouver les assureurs. Vous devez retrouver les auto-écoles. Vous devez retrouver le ministère de la Santé, la DGSN, la gendarmerie. Tous ces partenaires-là. Et ensemble, on parle, on adresse cette problématique qui est autrement sérieuse, mon cher parfait. On en a marre de venir tous les temps sur les plateaux parler. Le ministère des Transports est autrement exclusif et c'est ça la cause des accidents sur nos routes. Puisqu'en fait, quand on a dit suspendu pour 1 mois, écoutez, c'est quand même trop hâtif à dire 1 mois suspension. J'ai dit, le ministre a le droit, il est souverain de suspendre. Mais il me semble quand même que dans un État, ça ne se passe pas de manière arbitraire.
C'est pas de manière forfaitaire, c'est pas de la Où forfaiture. est-ce que vous trouvez la détresse? Mais écoutez, lorsqu'il y a un cas comme celui-là, vous pensez, je vous rappelle il y a peut-être 5 ans, Général a eu le même coup. Vous savez ce qui se passait? Le chauffeur de Général qui avait fait l'accident avait 19 ans de service sans accident. 19 ans sans accident. Mais il a fait un accident, ça a valu, n'est-ce pas, 3 mois de suspension par Mebengo. J'ai approché Mebengo pour lui dire, monsieur le ministre, je suis d'accord que vous avez fait, mais vous avez exagéré. À votre place, je n'aurais pas fait comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis non. J'aurais, pour des mesures conservatoires, s'il y a eu mort d'homme, les familles sont choquées. Par conséquent, il serait inadmissible que le général soit toujours en train de continuer, ou les touristes soient en train de continuer. Mais si je dis fermé, je ne donne pas une date. Au moins, j'ai fermé. Mais sans donner une date, pour dire 1 mois, 3 mois, je ferme quand même. De manière mesure conservatoire. Et qu'est-ce que je fais après? Je fais un audit pour voir, arrêter, quelles sont les causes réelles de cet accident. Mon cher parfait, est-ce que vous pouvez me dire de manière claire, en termes de statistiques, le nombre de morts que nous avons sur nos routes chaque année? Pas plus tard qu'il y a 6 mois, le ministère des Transports faisait une polémique sur le chiffre. En 2022, déclarant qu'il y a eu 921 morts. Je me souviens très bien en 2022. En fait, il y a un et journal... tout accompagné par des journalistes. Il y a un journal qui a fait Et parler tout de 5 000 morts. Voilà. Et le ministère des Transports est venu rétablir la vérité. En parlant de 921 morts 921 en 2022. Pourtant, normalement, s'il faut avoir le chiffre, c'est en année plus 1. C'est-à-dire que pour avoir les morts de 2022, il faut bien que on est passé en 2023 pour avoir N plus 1 avant de voir le nombre. Mais ils viennent en 2022 vous donner le nombre. À date, quoi. Vous comprenez? Normalement, ça doit être année plus 1 pour avoir le vrai chiffre. Parce que vous devez, n'est-ce pas, travailler avec la gendarmerie qui a ses chiffres. Vous voyez combien la prévention routière fonctionne au Cameroun? La gendarmerie a ses chiffres. La police, ses chiffres. Le ministère de la Santé, ses chiffres. Le ministère des Transports, ses chiffres. On fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on ne mesure pas la profondeur du drame que nous vivons. Parce que tant qu'on n'aura pas... Vous savez, ce ne sont que les morts connus des voitures qu'on nous donne. Combien meurent en moto dans nos campagnes? Alors, je reviens un peu en arrière. Hein. À votre niveau, monsieur le syndicaliste, vous pensez qu'il fallait donc 1 mois de suspension? C'est énorme, c'est trop? Écoutez, je n'ai pas dit... Le ministre peut me donner 6 mois. Mais je dis au Je veux ministre... savoir ce que vous suggérez. Ce que je suggère au ministre, Ouais. c'est qu'au moment où nous parlons, est-ce qu'il connaît le nom du chauffeur qui a fait cet accident? Est-ce qu'il connaît son nom? De toutes les façons, le permis a été retiré pour 2 ans pour le chauffeur. Pour le chauffeur, il a fait combien d'années de travail? Quel est le profil de ce Votre chauffeur? problème est que si vous avez fait 50 années de travail sans accident, si vous en faites un jour, on ferme les yeux. Il faut bien comprendre que l'accident participe du naturel. L'accident dans le monde est possible. Maintenant, Il ne fallait donc pas suspendre. Écoutez, personne. Mais alors, personne. Vous n'avez pas encore répondu à cette question. J'y arrive. Il ne fallait pas suspendre. J'y arrive. Oui. Personne, mais alors personne n'est jamais sorti pour faire un accident. L'accident est un phénomène fortuit. Maintenant qu'il y a accident, Mais il y a Non, quand pas même toujours. certaines causes, hein, des causes humaines, monsieur le l'accident syndicaliste. est un phénomène fortuit, a priori. Même si a posteriori, Des fausses on peut peines. l'expliquer. Si, en prenant le volant, vous avez appris 8 bières et que vous allez faire un accident... Très bien, très bien. Vous allez toujours dire que vous n'êtes pas sorti de chez vous Et pour aller même les faire un raisons pour accident. lesquelles je dis toujours en amont, il faut travailler ce phénomène. Parce que est-ce que vous savez qu'il nous est interdit, nous les syndicats, d'entrer en entreprise pour éduquer, former, informer? Quand vous allez en entreprise, les patrons, vous prennent pour des ennemis. Pourtant, vous venez en entreprise démontrer aux travailleurs qu'en fait, c'est eux les vrais propriétaires de l'entreprise. Parce que si on ferme tout, comme c'est fermé là, c'est les travailleurs qui seront sans salaire. Mais le patron a toujours son argent. Vous comprenez? Non, Donc, il n'a pas son argent. il a son argent, il est déjà riche. Oh. C'est ce que je veux dire. pas Ça ça veut le dire débat. que, suivez mon cher, il peut investir ailleurs. Il peut faire autre chose. C'est pas évident. C'est évident. C'est un milliardaire. On parle de patron de tout aussi, c'est un milliardaire. Pendant ce temps, les travailleurs là, c'est des salariés qui n'auront pas leur salaire ce mois. C'est un milliardaire qui investit. Et donc, en manquant, il peut connaître la banqueroute parce que c'est mal géré aussi. Écoutez, mais bien sûr, mais seulement je dis ceci, présentement les travailleurs seront sans salaire. Parce qu'on ne les payera On pas. comprend Non, avec... mais- je rappelle que ça veut dire- c'est pas évident non plus que ça soit sans salaire. La suspension, non, je dis. Moi, je suis un républicain. Hein. Non. Sur le plan légal, est-ce que lorsque l'entreprise est suspendue pendant un mois, ça doit être payé? C'est pas dit. Écoutez, pour payer, il faut prendre l'argent quelque part. Mais puisque les milliardaires veulent le prendre ailleurs. Ah bon? C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. En fait, sois plus sérieux. Oui, oui. Le ministre des Transports, j'ai dit il est souverain pour suspendre. Mais je dis,
Il n'y a pas de suspension. Moi, je ne lui reconnais pas cette souveraineté. Je reconnais la souveraineté à la loi. Qu'est-ce que la loi prévoit? Moi, c'est ce que j'attends de président. Non, écoutez, la loi prévoit qu'après un accident, qu'il y ait un audit pour connaître les causes de l'accident. Une fois qu'on a écouté l'accident, on prend les décisions. Mais il n'y a pas eu d'audit. Il y a juste des supputations. Et tout de suite, on dit 1 mois. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, depuis quelque temps, il y a des glissements qui font notre tournure. Parce qu'il y a des décisions qu'il faut prendre, ayant, n'est-ce pas, pesé, n'est-ce pas, tous les aspects qui environnent, n'est-ce pas, ces décisions que vous êtes en train de prendre. Qu'est-ce que vous entendez par tous les aspects? Il y a des glissements. À l'heure actuelle, vous avez suivi, n'est-ce pas, des personnes qui sortent, commencent à dire, il y aura le voyage dans le Grand Nord, il y aura difficulté de voyage pour le Grand Nord. Enfin, des termes comme ça. Donc moi, je pense que le ministre des Transports, tout à fait, le ministre des Transports est allé très vite en besogne. D'accord, on a compris, Jean Collins, oui. Ce que je voudrais dire, moi, je vous ai confessé mon ignorance des textes de le secteur du transport. J'aurais voulu apprendre du président. Mais j'ai dit, par essence, sur le plan légal, toute suspension doit être limitée dans le temps. On ne peut pas suspendre, c'est ça qui devient arbitraire. Ça, vous suspendez et vous regardez la souveraineté de dire c'est 1 mois ou 2 non. Il faut qu'on dise pourquoi on est suspendu et on fixe le temps. Et moi, j'ai dit, le ministre, peut-être dans le communiqué, n'a pas voulu, parce que sur le plan de la communication des entreprises, dire qu'une entreprise n'a pas les GPS, n'a pas, c'est dire au client n'y aller plus. C'est ça, sur le plan commercial, c'est très dangereux. Lui, il est resté, je peux dire, aérien, en me disant, moi, que certainement, il sait, leur a dit pourquoi il est suspend. Parce que si nous avait élaboré un document où il dit, ils n'ont pas ça, ça aurait tué l'entreprise. Ne l'ayant pas fait, il faut le dire d'abord qu'il a bien fait. Maintenant, si la suspension est légale, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'en cas de telle chose, voilà sa suspension, on s'en tient à ça. Maintenant, sur le plan humain, on a dit qu'on pleure les morts, c'est vrai. Mais moi, j'aurais quand même voulu, c'est vrai que le président l'a fait, il a commencé par manifester son empathie vis-à-vis de ceux qui sont morts, de l'entreprise également, mais il ne faut pas se dire que nous sommes dans le tout argent. Parce que le danger, c'est de croire que si on s'arrête 2 jours, on perdra de l'argent et on s'en fout du reste. Non. Je pense qu'à un moment donné, la responsabilité sociétale des entreprises devrait commander qu'à un moment donné, elle-même s'arrête pour dire nous pleurons. Moi, j'ai vu une entreprise pleurer son DG, ça fait 3 ou 4 ans. Hein. Ils continuent à pleurer leur DG. Je ne veux pas citer le nom parce qu'ils ne sont pas payés pour ça. Mais une entreprise nationale qui pleure son DG depuis qu'il est mort. La deuil n'est pas finie. On veut voir ça lorsqu'un client meurt aussi. Mais jamais on a vu une seule entreprise de transport s'arrêter même 10 minutes parce que quelqu'un est mort. Donc j'ai dit, nous devons, comme il dit, il faut tout mettre en œuvre. Mais le problème, c'est que ce qui est dangereux, c'est que j'ai appris ce matin, et ça je dois le confesser, qu'il y a des instances de dialogue, c'est comme ça que j'appelle ça, qui ont été créées par décret présidentiel et qui ne fonctionnent pas. Du tout. Depuis 20 C'est ça le danger. C'est-à-dire, en réalité, le transport des hommes et des biens est tellement sérieux qu'on ne peut pas le laisser au seul ministère des Transports. Je pense qu'il faut en appeler au ministre pour que, rapidement, et je pense que l'accident est là pour faire le jeu, que ces structures de dialogue se mettent véritablement en place, de manière qu'on puisse agir sur la prospective, sur la prévention. Parce que sinon, on sera sur. Moi, je vous ai dit au départ que il me semble qu'il y a des conditions qu'il faut remplir pour ouvrir une agence de voyage. Elles ne sont pas toujours remplies, généralement. C'est pour ça qu'on voit des entreprises qui n'ont pas de bureau, qui n'ont rien, il y en a qui sont au bord de la route. C'est tout ça qui concourt à faire fonctionner le secteur. Moi, j'ai dit, le ministre a eu raison de frapper si la loi le prévoit, mais également, il faut qu'il aille au-delà. De tout faire pour que les instances de dialogue s'installent, fonctionnent de manière à prévenir et à faire la prévention. Parce que sinon, on va encore pleurer demain. Je vous suggère que nous allions du côté de Douala, où nous attend déjà Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com, bonjour. Hervé Emmanuel Com, bonjour. Hervé Emmanuel Com, bonjour. C'est vrai que moi j'ai un petit problème de retour en studio. Je pense que c'est déjà réglé. Hervé Emmanuel Com, nous vous accueillons avec ce sujet portant sur la suspension de Touristique Express. Quelle est votre analyse de manière générale? Écoutez, si les enquêtes révèlent qu'il y aurait des fautes graves ou des atteintes au code de la route, à la conduite, tout, à la discipline, bon, la suspension doit s'entendre. Mais la communication n'est pas si bonne dans cette affaire
on a tout simplement l'impression que la suspension serait la réponse à des fautes ou à l'accident. Je pense que là, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut prendre globalement le problème en amont. Ça ne concerne pas que touristique, ça concerne toutes les compagnies qui font l'interurbain, qui font les voyages, même à l'intérieur des villes d'ailleurs. Je dois vous dire que j'ai souvent eu recours au service de touristique entre Douala et Yaoundé, jusqu'à ce jour de les qualifier comme le meilleur service, entre autres. Maintenant, bon, il va falloir qu'on nous communique si cette suspension globale, c'est la réponse à l'accident, c'est quoi? C'est la sanction d'une faute. Il y a un problème de communication publique. Hervé Emmanuel, comme beaucoup estiment que c'est une sanction qui va à l'encontre de nos frères du Grand Nord qui vont devoir payer les frais. Et vu sous cet angle-là, on estime que le ministre n'a pas pris en compte tous les paramètres. Ben, écoutez, moi je pense que je ne vais pas juger, évaluer la décision de M. le ministre des Transports. Mais il faut qu'on intègre, et ça, c'est un point de vue qui est personnel et que je défends, que un accident, si c'est un accident, comme le mot français nous l'indique, c'est simplement quelque chose qui arrive, qui n'a pas été prévu ou qui n'est pas dû. Est-ce que c'est une erreur humaine? Ça aussi, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de communication. Maintenant, quel que soit le nombre de morts, c'est un accident. Si c'est un accident, il faut s'éloigner du caractère théâtral de certaines décisions qui tendent à apaiser, entre guillemets, l'opinion publique sans résoudre en amont les problèmes de transport, les risques démesurés que certains transporteurs, voire leurs collaborateurs, font prendre aux consommateurs, aux passagers. Donc, je pense que là encore, déclarer tout simplement qu'on a suspendu et de façon globale a un caractère un peu théâtral. Ce n'est pas une question de nos compatriotes de telle quelle région, puisque moi je vous dis que de Douala à Yaoundé, j'emprunte touristique, et donc je suis un peu aussi sanctionné. Mais il vaut mieux expliquer qu'est-ce qui est à l'origine du caractère global d'une sanction qui frappe une compagnie qui jusqu'à présent avait quand même une des meilleures images de compagnie citoyenne et très professionnelle dans son activité. Si c'est un accident, alors il faut voir si c'est pour... D'abord, on ne rendra pas la vie aux 14 victimes. Et deuxièmement, il vaut mieux entrer dans une politique de prévention, de sanctions en amont pour des fautes, surtout des distances aussi longues que Yaoundé, Ngaoundéré, avec le relief du pays. Donc, je crois qu'il y a une campagne de communication, d'explication qui serait beaucoup plus efficace que l'aspect qui peut avoir une apparence théâtrale. Mais bon, si les gens commettent des fautes, il faut qu'ils subissent les sanctions. Voilà. Hervé Emmanuel, comme dernière préoccupation, on a souvent eu des agences de voyage au Cameroun suspendues. Nous prenons le cas rapidement de Garantie Express, de Finex, de Général, sans que cela ne crée autant de débats au niveau de la place publique. Pourquoi le cas de touristique intéresse tant l'opinion publique? D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un problème de communication. D'abord parce qu'il y a eu tant de morts, c'est beaucoup. Et vous connaissez le caractère même symbolique. Il y a une jeune femme qui soutenait une thèse, elle a perdu son père, sa mère et son fils là-dedans. Donc l'émotion est assez élevée. Mais je crois qu'on ne gouverne pas par l'émotion. Il faut communiquer pour apaiser les cœurs. Et il faut que cette sanction ne paraisse pas comme étant un costume sur mesure fait à une entreprise alors qu'on connaît la situation globale des autres. Donc je pense que, encore une fois, je reviens à ma thèse, il faut engager des campagnes, le ministre le fait d'ailleurs, de prévention routière avec les associations, les compagnies de transport et rendre rigoureux les règles de transport en commun, que ce soit à l'intérieur des villes ou à l'intérieur urbain, parce que les dégâts sont souvent presque irréparables. Donc, je peux comprendre l'émotion, mais je ne souhaite pas que le gouvernement cède devant l'émotion en donnant l'impression que touristique aurait une responsabilité en tant qu'orientation managériale pour aller faire un accident. Non. Touristique assure un service public de transport, puisque vous savez qu'il y a un déficit de fourniture de services publics, que ce soit par la voie ferroviaire
ou par d'autres voies aériennes. Et il faut donc dire que c'est une activité qui entraîne une pression et des risques assez élevés. Donc, je plaide pour la compréhension et surtout pour une communication pour que ces genres de situations ne se répètent pas et deviennent assez rares. Hervé Manuel Com, nous allons vous retrouver dans une trentaine de minutes tout à l'heure lorsque nous parlerons du repli identitaire. Merci beaucoup, cher Parfait. Et mes pensées vont à toutes les victimes, y compris à tous ceux qui nous ont suivis. Il faut que la raison l'emporte sur l'émotion. Je comprends ce qui se passe, mais je crois qu'on gouverne avec la raison plus que par l'émotion. Merci beaucoup, Hervé Emmanuel Com. Selon lui, on gouverne beaucoup plus avec la raison qu'avec l'émotion. Alors, nous continuons le débat en studio. Francis Essomba. Résoudre le problème d'accident au niveau du Cameroun, cela passe-t-il forcément par des suspensions ou alors il y a d'autres aléas qu'il faut devoir prendre en compte? L'état de nos routes. Est-ce que l'état de ces routes est véritablement propice pour que nous ne puissions pas avoir des accidents de la circulation de manière régulière? Oui, parfait. Ici, avant de répondre à votre question, je vais un peu revenir en arrière. Mon camarade tout à l'heure disait que le ministre a été excessif. Oui. Moi, je le redis encore, le ministre n'a pas été excessif. Et le ministre, je peux appeler cette décision une mesure conservatoire parce qu'il parlait d'une enquête, il fallait d'abord faire un audit. Les 1 mois, puisque la suspension, on dit 1 mois éventuellement renouvelable. Ça veut dire que si les résultats de l'audit démontrent autre chose, le ministre peut alourdir la sanction. Donc les 1 mois, moi j'appelle ça mesure conservatoire qui a été prise par le ministre des Transports avant de voir plus clair. Comme je l'ai dit, il faut d'abord s'arrêter. Il y a eu mort d'homme, on s'arrête et on voit ce qui n'a pas marché. Mais ma question reste posée. Oui. La solution passe-t-elle par les suspensions pour résoudre le problème d'accident de la circulation au Cameroun? La suspension résout un problème. Le problème de prise de conscience, déjà au niveau de l'agence de voyage. Pour se dire vraiment, et lorsqu'on parle de touristique, c'est la seule agence, si je ne me trompe pas, qui parcourt 6 régions du Cameroun. C'est-à-dire, touristique part de Maroua à Douala. Ça fait qu'il parcourt 6 régions. Et je ne sais pas comment les chauffeurs sont gérés là-bas. Peut-être c'est la fatigue d'un chauffeur qui est parti de Garoua ou de Yaoundé qui devait aller jusqu'à Maroua. Peut-être c'est la fatigue. Plus de 1000 kilomètres. Hervé venait de le dire, c'est une agence assez sérieuse. Maintenant, est-ce que comment on gère le flux à l'intérieur? Ça permet, la sanction permet à ce que le top management de touristique fasse d'abord en lui-même son examen de conscience. Et ça a commencé à être fait. Ils ont annoncé des mesures qu'ils vont prendre pour résoudre un certain nombre de problèmes. Un tout petit peu comme ce qui a été fait du côté des générales. Voilà. Mais pour revenir à votre question, la suspension ne résout pas le problème dans son entièreté. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'état de nos routes. Je vais parler d'un tout autre aspect. À l'extérieur, les radars, on place des radars dans des zones accidentogènes. Et c'est bien signalé. Mais comment fonctionnent les radars au Cameroun? Vous voyez un gendarme qui se cache dans la forêt parce qu'il veut à tout prix vous attraper. Or, le radar, c'est pour vous forcer à limiter la vitesse pour traverser Ce sont des radars qui sont un tout petit peu comme des pièges. Voilà. Comme le dit Sylvain, c'est comme si le monsieur est en embuscade, il se cache dans la broussaille, et ainsi de suite. Et je suis lâché. Si le radar vous prend et que vous l'avez vu,
Vous pouvez faire Faites demi-tour, demi-tour, bien régler sûr. avec lui. Et vous continuez votre route. Ah bon? Oui, ah oui, Malheureusement. ah oui, Malheureusement. ah oui. Merci beaucoup. Je repasse la parole aux syndicalistes. Nous avons commencé à évoquer la situation avec M. Somba, le mauvais état de nos routes. Ces chauffeurs, pour la plupart, dans ces agences de voyage, qui sont surexploités. On parle quand même des chauffeurs qui parcourent des centaines et des centaines de kilomètres. Je ne sais pas comment ça se passe du côté du touristique, qui parcourt quand même 6 régions. Prenons même le cas de ces chauffeurs qui vont de Yaoundé à Douala. Est-ce qu'il y a le nombre de voyages qu'ils devraient faire par jour, ou alors ils peuvent faire 5, 10 voyages par jour? À un moment donné, est-ce que ces chauffeurs-là ne peuvent pas tomber sous le coup de la fatigue et certainement occasionner un accident de la circulation? Oui, il faut distinguer qu'il y a 2 types de transporteurs interurbains. Il y a les transporteurs interurbains structurés en agence de voyage, Oui. les transporteurs urbains qui sont pratiquement dans l'informel, ce qu'on appelle les makomazou. Dans l'illégalité. Non, vous le dites très clair. C'est brutal. Informel. Ils sont dans l'illégalité. Maintenant, Même s'il y en a dans l'agence, ils sont également dans dans les l'illégalité. agences de sûr. voyage, ça, vous ne pouvez pas excéder 2 voyages jour. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle. Ça, à ce niveau, le ministère des Transports, il tient la main forte. Quels sont les moyens qu'ils ont pour contrôler cela au niveau des Voilà. agences de voyage? Écoutez, à Finesse, par exemple, bien général, ça, c'est quand même des endroits touristiques. Vous verrez, c'est quand même des agences de voyage jet set. Vous comprenez, un peu VIP. C'est-à-dire qu'ils se respectent un peu, qu'ils pensent qu'il faut quand même avoir une certaine décence. Donc, un chauffeur ne peut pas excéder 2 voyages. Quand tu as fait Douala, tu peux faire le retour. Et c'est bon. Et c'est bon pour la journée. C'est pratiquement les 8 heures de travail. C'est-à-dire c'est respecté là-bas. Mais maintenant, dans ceux qui sont pratiquement dans l'informel, là, c'est-à-dire qu'ils ont des Il vitesses... dit dans l'illégalité. Oui, bon, il le dit. L'informel, il n'a c'est pas être tort. dur. Il n'a pas tort. C'est-à-dire là, c'est incontrôlé. Et à ce niveau-là, parce que dans les agences de voyage, ils ont la chance d'avoir une hiérarchie qui peut les contrôler. Maintenant, dans les gares routières, c'est des abandonnés. Vous comprenez? Et il y a même eu des textes qui demandaient qu'à la gare routière, c'est plutôt les syndicats des patrons qu'on doit trouver à la gare routière au détriment des syndicats des travailleurs. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'en principe, c'est le lieu où nous devions être de manière légale, reconnus pour les contrôler, pour les discipliner. Mais malheureusement, hélas, le système ne tient pas compte, n'est-ce pas, de certains facteurs, même de certaines pesanteurs. Donc, il y a un système de transport à restructurer au Cameroun, un dialogue entre les acteurs de transport pour adresser la problématique de la prévention de la sécurité routière. Vous savez, à l'heure actuelle, ça va un peu dans tous les sens. Dans tous les sens parce que le ministère des Transports lui-même ne fait rien pour élaborer une véritable politique nationale de prévention de la sécurité routière. C'est ça le véritable drame. Parfait. Donc, moi je pense qu'en termes de route même, et la question de route que vous posez tout à l'heure, remarquez que la route Douala-Yaoundé Qui est déjà pratiquement en 10 très pays. mauvais état. Ce n'est même pas une route, c'est une ruelle. Ça dessert au moins 10 pays d'Afrique centrale. Le Soudan du Sud passe par cette route-là. Le Congo-Brazzaville passe par là. Le Nigeria est par là. Le Tchad, le Gabon, dans cette ruelle-là. Mais reconnaissez quand même que ces chauffeurs camerounais qui partagent la route avec ces 10 pays-là sont quand même à féliciter. Et l'état de cette route-là, l'état de cette route. Donc il me semble qu'il y a un investissement à faire. Et ça participe de la prévention de la sécurité routière. C'est-à-dire qu'un boulevard, par exemple comme l'autoroute qu'on attendait pour Douala-Yaoundé, ça résoudrait pour beaucoup les questions d'accident de la circulation. Mais on en est où? Aujourd'hui, on est pratiquement content de savoir que Yaoundé-Bafoussam, la route est déjà... Vous n'allez plus voir certains accidents sur cette route-là. Et parce effectivement, que les accidents de la circulation ont baissé. on baissait de ce côté-là. Vous comprenez? Parce que les chauffeurs, ils partent maintenant, ils sont à l'aise quand ils roulent. Vous faites pratiquement Bafoussam aller-retour et vous arrivez à Yaoundé, vous vous sentez relax. Vous n'avez pas eu... Or, lorsque vous faites Douala-Yaoundé, mais vous savez, et ne parlons pas de Douala-Bafoussam, alors là, c'est pratiquement... C'est surhumain. Donc, il y a tout ça qui font qu'il y a des choses à adresser à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Mais, comme a dit Hervé à ma suite, tant que le comité de transport routier, prévention sécurité, ne va pas être inclusif, Qui va même on pas ne va pas fonctionner. sortir de l'auberge. Puis ça veut dire qu'il Parfois, ne il fonctionne Oui, pas. Sylvestre Moi, Guénec. ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est gênant.
En même temps qu'on condamne le gouvernement d'être laxiste, Oui. l'environnement dans lequel nous vivons ne permet pas, honnêtement, de façon humaine, de mettre les gens en règle partout. Ça, il faut qu'on soit juste. Je dis quelque chose. C'est comme les motos, hein, parce que les motos, si vous appliquez la réglementation, la moitié va disparaître. Vous aurez face à vous des pères de famille qui n'ont plus les moyens de vivre. C'est dit. Même dans le secteur du commerce, si vous voulez mettre les... Parce que le commerce se fait dans les marchés. Si vous le faites, vous allez malheureusement tomber sous le coup de quelqu'un qui est méchant, parce que l'environnement socio-économique ne le permet pas. Mais moi, je dis, il y a des secteurs où il faut quand même mettre un peu plus d'ordre. Ce qui est gênant, c'est que les gens en fassent autre chose. Parce que moi, j'ai suivi un voix sur les réseaux sociaux qui est carrément un chantage, qui est plutôt un chantage politique, qui est dangereux. Touristique ne dessert pas que le Nord. Il n'y a pas que Touristique au Nord, il y a plein d'autres agences. Mais prenons Touristique comme une agence sérieuse, parce qu'effectivement, ils sont sérieux, et adressons les problématiques de façon réelle. Le problème, c'est, comme dit Erwin, comme de tomber sous le coup de l'émotion. Mais malheureusement, tu ne peux pas être un homme et ne pas être émotif. Lorsqu'il y a mort d'homme, il y a mort d'homme. Et moi, je dis, le ministre, en ce moment, parce qu'il ne faut pas, comme le dit mon frère, vous ne pouvez pas régler le problème de transport à travers les suspensions. Ça ne règle aucun problème. Aucun. C'est une mesure conservatoire pour aller chercher à régler effectivement le problème. Il faudra qu'au bout de 30 jours, que le ministre dise ce qui a évolué. Entre autres, que le comité, vous avez pris les transports ou c'est le machin, se mette véritablement en marche. De manière que, qu'on se dise, pour voyager, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord la route. Est-ce que nos routes sont en état? Répondons globalement non. Il faut des voitures. Est-ce que les voitures sont en état? Généralement non. Est-ce que les contrôles techniques sont respectés? Non. Est-ce que les chauffeurs sont surutilisés? J'en sais rien. Je suis devant le patron des chauffeurs. Je suppose, n'est-ce pas? Mais généralement, globalement, non. Il y a quelques exceptions, quelques touristiques, autres qui la citeront. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui nous permet de régler les problèmes du transport. Pas seulement la suspension est une mesure conservatoire qui doit permettre au ministre, effectivement, d'aller faire des... Moi, je ne vais pas au niveau de l'audit, mais au moins des enquêtes qui permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans ce domaine-là, le ministère des Transports ne sera pas seul, parce qu'il faudra les travaux publics. Évidemment, on va nous reprocher que, dans tous les cas, les chauffeurs connaissent la route et ils doivent rouler en fonction de l'état des routes. Mais moi, je dis non. Lorsque vous avez une entreprise, pour être compétitif, il y a des facteurs qui doivent être pris en compte. S'il faut faire 6 heures entre $1 et Yaoundé au lieu de 4 heures, vous n'êtes plus compétitif. Il faut que les entreprises soient compétitifs. Et dans ces conditions, il faudra qu'on s'asseye. Je ne veux pas dire une nouvelle conférence nationale ou bien pour le secteur du transport, mais c'est tellement sérieux que si ça... J'ai suivi tout à l'heure le reportage de Bruno Ngono, c'est ça, non? Oui, Jean-Bruno. Jean-Bruno qui dit il y a 3000 morts. On n'est pas loin de la crise dite anglophone. Non, c'est vrai. Si les gens meurent sur nos routes, par exemple 3000, il y a un souci sérieux. Dans ces conditions, on n'est plus le ministère du Transport. Il faut que tout ce soit adressé à un autre niveau, de manière qu'on se dise que comment faire pour endiguer ce phénomène. La sanction du ministre, c'est juste une mesure conservatoire. Je dis ça, vraiment, c'est juste. Hervé pense que c'est théâtral. Je ne le pense pas moi, mais je ne le dirai pas. Mais j'ai dit, la situation ne règle aucun problème. Elle permet juste de faire une étude en vue de régler les problèmes. Est-ce que ce sera fait? Est-ce qu'on va se coucher, atteindre les 30 jours, recommencer comme si rien n'avait été fait? C'est la peur que moi j'ai. Je veux bien écouter le ministre après les 30 jours, qu'ils nous disent. Parce que touristique est honnête, ils vous disent, nous reconnaissons qu'on n'a pas ça, on va le faire. On fait déjà ça. Eux le disent. Mais est-ce que le ministre doit le touristique, parce que le touristique est sous la sanction. Mais ceux qui ne le sont pas actuellement, est-ce qu'une enquête va être de manière qu'on n'atteigne pas un autre accident de, je sais pas moi, de général ou de quelqu'un d'autre pour encore sanctionner? Non. Il faudra qu'on soit plus sérieux. Un pays se gère autrement. Comme dit mon frère aîné, vous ne pouvez pas gérer un pays comme ça. Il faudra bien qu'à un moment donné qu'on se dise, est-ce que ce qu'on met pour faire les routes, le Cameroun investit énormément d'argent pour faire les routes. Est-ce que les routes qu'on a sont celles comme vis-à-vis du financement? Non. Le Cameroun investit énormément pour faire la prévention routière. Et c'est ce qu'on me dit, je dis non. Moi, j'ai vu des radars qui sont fixes, qui en réalité sont intéressants, parce que ça participe de la sensibilisation. Mais il y a également des radars qui participent, je peux dire, du banditisme. À quel niveau? Mais c'est les radars portatifs, là. Parce qu'en réalité... Pourquoi parler du banditisme? Parce que les gens sont de faction. C'est pas ça qui est la question. Le radar, avant la sanction de la sanction, vous savez par exemple, hein, quand on roule, même au Maroc, laissons la France, quand vous roulez au Maroc, vous savez que à 160 km, il y a un radar qui a une capacité de vous prendre à 20-30 km. Vous baissez vous-même. Parce que c'est la peur du gendarme. Mais nous ici, en réalité, vous ne savez pas où sont.
sont les radars. Les gars sont embusqués. Ils sont dans la broussaille, dans les voitures cachées. Et quand vous sortez, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire, vous prenez 25 000 francs, ça ne règle aucun problème. Il faudra qu'on soit plus sérieux que ce parfois ici. Il faudrait donc que nous soyons plus sérieux que cela. Je voudrais que Somba puisse encore avoir 1 minute et on terminera avec le syndicaliste pour ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous sommes déjà au niveau du couloir des propositions. Hein. Alors, que préconisez-vous pour que nous ayons de moins en moins des accidents de la circulation sur nos routes? Parce que si nous perdons quand même des milliers de personnes par an, c'est un manque à gagner énorme. Ce sont des cerveaux qui s'en vont et c'est le Cameroun qui perd. Oui, nous perdons énormément de les compatriotes des suites d'accidents. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut une conjugaison des efforts. Les routes, les routes, il ne faudra pas, ce n'est pas de la magie. On ne va pas se réveiller pour dire demain matin, toutes les routes seront au nord. Ça, vraiment, c'est impossible. On ne va pas se dire que demain, tous les chauffeurs seront sérieux, ils ne vont pas boire. Si on revient sur touristique, moi, je pense que c'est un musulman. Donc, je n'ose pas croire qu'il était sous. C'est vrai qu'il y a également ce qu'on appelle chez les musulmans le coca aladji. Hein? Oui, ça peut exister. Quand je parle de conjugaison des efforts, j'insiste là-dessus parce que lorsque vous analysez les zones où il y a le plus d'accidents, c'est parfois des très mauvais virages, c'est parfois des gros nids de poules où les chauffeurs sont obligés de sortir. Puisqu'il y a un chauffeur, en voulant éviter le nid un de trou, voilà. Il va de l'autre côté, un autre vient aussi en face, et il peut y avoir collision. Or, il faut donc une synergie d'efforts, d'action entre, par exemple, le ministère des Travaux publics et la gendarmerie qui opère à travers les radars actuellement. On se dit, OK, à PK 14.8, il y a un gros nid de poule. Il faut revenir 5 km ou 3 km avant, placer un radar et signaler. Signaler. Ça permet à ce que le chauffeur qui venait à 180 voit le radar. Nous, c'est 110 maximum sur nos Oui, j'ai donné une vitesse qu'il arrive et qu'il sache que ici il y a un problème, je dois... Parce que c'est ça l'objectif du radar. C'est ça l'objectif. Merci Mais beaucoup. si on continue, comme l'a souligné là, des gens qui partent se cacher dans la broussaille pour vous attraper, pour que vous payiez 25 000 ou négocier avec 5 000 francs, vraiment, Et un problème. demain, quelles que soient les initiatives que vont prendre les membres du gouvernement pour régler le problème, on aura toujours ces multiples accidents. Avant de repasser la parole au syndicaliste, j'ai une pression des téléspectateurs au niveau des messages. Je vous salue parfait et je serai enfin heureux que votre émission nous donne la définition sociale, juridique, légale, politique, judiciaire et diplomatique des mots et expressions utilisés, notamment ici, définition du tribalisme et de la haine et de ce qui est appelé mesures conservatoires. Je suis le révérend pasteur Léonard Seyi à Moussamon qui vous dit bonne émission. C'est vrai que vous-même, révérend, vous utilisez aussi des mots compliqués. Hein? On voudrait aussi que vous nous donniez aussi la définition de vos mots-là. Vous parlez d'une définition sociale, juridique, légale, politique, judiciaire, diplomatique. Vraiment, je ne sais pas celui qui va faire ce travail sur ce plateau. Est-ce qu'on ne va m'avoir le temps de le faire? On prend notre message. Bonjour à vous sur le plateau, très belle thématique. Je pense que le ministre a pris une très bonne décision. Désormais, l'agence touristique pourra devenir un peu plus sérieuse. D'abord, au niveau de l'agence et même les chauffeurs qui conduisent les bus en route. Ils sont souvent en excès de vitesse et ils font du n'importe quoi en route. Moi-même, j'ai déjà pris touristique plusieurs fois, quittant de Yaoundé pour le nord. Chaque fois que j'arrive à destination, je fais seulement le signe de croix. C'est Alphonse de Bobogo qui envoie le message. Bonjour, Perfecto. Votre thème de ce jour me permet de vous proposer cette dénonciation. Sur la route Douala-Nkan, juste après le barrage mixte
À Angoua, venant de Douala, il y a un énorme trou en pleine chaussée et à une descente. Il y aura à cet endroit un grave accident et après on va sanctionner l'agence ou le travail. Pourquoi ne pas arranger cet endroit? Je suis Aimé Aïssi à Nkonsamba. Autre message, salut à vous sur le plateau. J'aimerais m'adresser à l'expert sur les questions de sécurité routière. Ma question est de savoir à combien s'élève la sanction sur l'excès de vitesse. Bonne suite d'émission. Oui, l'expert va vous répondre tout à l'heure. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Le mauvais état des véhicules de transport ne peut-il pas être la cause de nos accidents routiers? Parce que depuis, vous vous attelez uniquement au mauvais état des routes. C'est Fagui de Simeon. C'est vrai que Fagui, on a parlé tout à l'heure de, comment on appelle ça, la visite technique. tout ça. Autre message, hein? Bonjour à vous sur le plateau. Touristique est une agence sérieuse. Lorsqu'un bus quitte de Marois pour Douala, on change de chauffeur à chaque agence. Certes, l'accident peut arriver à tout le monde, mais la cause de fatigue n'est pas probable. Autre message, bonjour parfait et à votre plateau. Vraiment, je vais d'abord dire félicitations aux chauffeurs camerounais des différentes agences qui conduisent nuit et jour. Comment comprendre qu'un pays comme le Cameroun a à ce jour des routes qui n'existent dans aucun pays? Regardez la route Douala-Baganté, à peine 2 gros porteurs se croisent. Quand le ministre s'occupe de l'état de ses voies. En ce qui concerne le touristique, il change les chauffeurs chaque fois au cours de leur trajet. Il faut appeler à la conscience collective. Bonjour, monsieur. Pour ce qui était des chauffeurs des bus touristiques, il y a changement de conducteur dans chaque chef-lieu de région. Pour un parcours Marois-Douala, il y a changement de chauffeur à Garoua, Gaoundéré, Bertois et Yaoundé. C'est Moussa Yaya à Garoua qui nous envoie le message. Bonjour, ma proposition pour les agences de voyage serait que le ministère des Transports affecte les agents de transport venant du ministère dans les agences. Ceux-ci seront chargés de tout contrôler, le départ et donner l'accord. Merci, c'est Nantiri qui nous envoie le message. Autre message ce matin. C'est ouvrir un nouveau poste de Gombo. Bonjour, parfait, et à ton riche panel. Pour la suspension de touristique, je ne suis pas d'accord avec le ministre. Le pays n'a pas de bonne route. L'on ne peut avoir des accidents. Personne ne cherche à connaître les conditions de travail des chauffards, etc. Bonne émission, c'est Catherine. Parfait, et Somba parle de radars cachés. Au Canada, c'est pareil. L'on ne les voit pas. Autre message, bonjour parfait. Quand un chauffeur de bus te double sur l'axe lourd au sommet de côte, c'est le ministre des Transports qui est au volant. C'est Essomba depuis Nkolnda. Un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel, merci pour ta perspicacité. Si le ministre était à la santé, il suspendrait tour à tour nos hôpitaux parce que des médecins y commettent des accidents tous les jours. On peut sanctionner les agences en frappant leur portefeuille à la hauteur des décès et individuellement. Le conducteur qui a une responsabilité pénale dans pareil cas et non envoyer au chômage des milliers de Camerounais dans un pays où on tire déjà le diable par la queue. Surtout que ce ministère a aussi fauté en ne s'assurant pas que tous les bus des différentes agences sont en règle. On se demande pourquoi Camrail n'avait pas été suspendu. Merci. Ondobo depuis Ferrara. Bon dimanche. Et je passe donc la parole à Jean Collins. Jean Collins, il y a d'abord un téléspectateur qui vous a posé une question. Il parle des prix. L'excès de vitesse. Oui, pour ce qui est C'est un délit. La sanction, c'est un délit. C'est un délit, l'excès de vitesse. C'est-à-dire que vous avez un passible d'emprisonnement. Quand vous êtes en excès de vitesse. Non, c'est très grave. C'est très grave l'excès de vitesse. Parce que là, c'est carrément la vie des personnes que vous mettez en danger. C'est démontré. Parce qu'en zone CEMAC, il y a une vitesse Tout à fait. qui est réglementée. Quand vous l'excédez, ça devient un excès de vitesse et vous devenez un personnage dangereux. Très bien. Vous allez nous donner également vos propositions. C'est vrai que vous avez commencé à le faire. Que voulez-vous que l'on retienne au sortir justement de cette problématique ce matin? Quelques propositions à l'endroit du gouvernement. D'abord, permettre que les syndicats puissent jouer leur rôle social. Lorsqu'il y a l'élection de délégués du personnel, il faut nous accompagner en entreprise parce que nous avons des choses à donner en entreprise à nos camarades chauffeurs qui en ont besoin.
malheureusement, il y a un blocage. Nous ne sommes pas protégés par les textes, par le Code du travail. Première chose. De deux, il faut que le comité du transport routier voie le jour. Donc, qu'il se mette à fonctionner, il a été créé. Oui, il a été créé, qu'il fonctionne. Qu'il soit mis sur pied. Mis sur pied, que le comité de prévention de sécurité routière voit le jour. Parce que nous sommes trop d'experts qui avons, n'est-ce pas, besoin de nous asseoir et accompagner le ministre pour qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, tordre le cou aux accidents de la circulation qui, sincèrement, nous déciment. Et troisième chose, nous voulons vraiment avoir des statistiques réelles en termes d'accidents au Cameroun. Parce que le jour où on aura ces statistiques-là, je suis sûr que chacun aura froid dans le dos et on va vraiment adresser ce problème avec beaucoup plus de vigueur. Merci beaucoup. C'est enregistré vos propositions. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement la problématique ayant trait à touristique express, une actualité naturellement que nous allons continuer à suivre le temps d'une autre transition. Bon retour sur ce plateau de libre expression dans le cadre justement de nos échanges ce matin. En deuxième partie, il est question d'évoquer la question du repli identitaire à quelques jours de la fête du 20 mai, synonyme de la fête de l'unité pour le Cameroun. Quel regard portez-vous sur ce repli identitaire? Je commence par Sylvestre Nyek. Sylvestre Nyek. Je pense que nous allons donc satisfaire notre révérend pasteur qui a envoyé un message tout à l'heure. Peut-être vous ne donnerez pas les définitions sur tous les aspects que lui a énumérés, diplomatiques, techniques, social, juridiques. Bon, qu'est-ce qu'on peut entendre par repli identitaire? Je ne sais pas comment dire ça, mais je voudrais quand même essayer de donner une définition du tribalisme. C'est pas loin de là. Tout à fait. Parce qu'en réalité, le tribalisme commence quand vous commencez à encenser votre tribu contre les autres. Ce n'est pas assumer sa tribalité. C'est quand vous faites de la tribu un facteur d'émergence ou un facteur de recrutement que c'est. Mais pour le reste, chacun peut bien célébrer sa tribu sans que ça ne choque les autres. C'est la compréhension qui est facile. Mais aujourd'hui au Cameroun, le phénomène est à 3 ou 4 niveaux. Le premier phénomène, le premier niveau, c'est que il y a l'UPC, permettez-moi de le dire. Allez-y. Qui a adressé la politique de réunification, qui n'est pas la politique de l'unification. Nous, on a uni les territoires sans les hommes. Ce qui s'est passé lors du référendum, c'était les territoires. Ce n'était pas les hommes. Et ça, personne ne fait attention à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre par là? Je veux faire comprendre que la réunification intégrait les territoires, mais également les populations qui étaient à l'intérieur. C'est pour ça que le Cameroun est l'un des rares pays où l'État a précédé la nation. L'UPC s'entendait par réunification le fait de transformer les populations en un seul peuple, dans le même territoire qui aille à la conquête de sa souveraineté internationale. Voilà le début. C'est de manière que, n'ayant pas suivi cette politique, l'ayant dupliqué, la photocopie n'est que la photocopie. On a réussi à mettre les territoires ensemble, mais on n'a rien fait pour constituer un peuple, parce que de façon politique, ça nous arrangeait. Quand je dis nous, je me mets à la place du colon qui était là avant. Ça arrangeait le colon et le gouvernement post-colonial. Parce qu'en réalité, si le peuple se met ensemble, si les populations deviennent un seul peuple, elles ne subissent plus la pression des gouvernants pour dire que tel est Bamlé, que tel est autre. On a à la fois créé des frontières artificielles entre les peuples, entre les populations, pour exercer ce. C'est-à-dire, en réalité, lorsque vous partez de Mbouda, pour la différence, c'est ça à quel niveau? Au niveau de la langue, simplement. Lorsque vous partez, je rappelle que l'Union Ekele actuelle date d'un décret du 9 octobre 59. C'est le parti qui se battait pour la réunification ne connaît pas l'Union Ekele. Ils connaissent la région de la Sanaga-Martine. Pour sanctionner ces gens, qu'est-ce qu'on a fait? On a saucissonné, on a cru qu'en divisant les territoires, avec l'objectif de diviser les hommes, on en est là aujourd'hui. Maintenant, ça c'est le côté du colonial et un peu post-colonial. L'autre côté également qui est lié à ça, c'est le fait qu'on ait à un moment décidé qui doit faire les affaires et qui doit faire l'administration. Ça a été dit dans ce pays. Ah bon? Oui. Elle a fait une politique où on disait que les autres doivent faire les affaires, les autres la politique. Et Aïdjo avait décidé qui devait faire les affaires? Le Grand Nord et l'Ouest. Ah bon? Regardez comment on a finalement. Non, c'est vrai, c'est un débat choquant, mais il faut être honnête aujourd'hui. Puisque c'est devenu une crise, il faut en parler de façon sérieuse. Lorsqu'on a créé la SNI en 64, c'est parce qu'il n'y a pratiquement aucun homme d'affaires camerounais
qui est capable de concurrencer les Pakistanais, les Grecs qui étaient là. Mais à qui? Je suis d'accord sur le principe qu'il fallait quand même créer une nouvelle génération d'hommes d'affaires camerounais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ceux qui avaient des prérequis, notamment les ressources du Grand Nord et de l'Ouest. Je dis bien l'Ouest géographique, pas l'Ouest administratif. On leur a permis de faire les affaires au nom du Cameroun. Malheureusement, et en même temps, on a quand même créé des sociétés étatiques qui avaient pour... Il faut également rappeler, sans toutefois vous interrompre, Oui. que pour le cas même du président Amadou Ahidjo, nous avons des informations selon lesquelles Ahidjo leur a même donné de l'argent. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, pas de l'État du Cameroun a donné de l'argent. C'est pas ça qui a condamné. C'est ce que cet argent a produit. Cet argent a produit des gens qui pensent qu'ils sont... C'est pas ethnique, hein. Moi je parle des individus qui vont traîner leur communauté là-dedans. Qui pensent que comme ils ont de l'argent, ils peuvent avoir le reste. C'est-à-dire, ayant été d'accord hier, c'était un pacte tacite. Vous savez bien qu'au Nigeria, quand un président vient de musulman, la prochaine fois, sans que ce soit écrit, il doit être chrétien. Un chrétien. Dans la commune de... Il y a une commune dans la Léké, où les groupements se partagent la commune sans que ce soit écrit. D'ailleurs, il y avait un pacte non écrit qui disait que il y a des gens qui devaient être des magistrats, d'autres pas, d'autres commerçants. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, les gens ont acquis une surface financière, ils commencent à rêver de plus. Maintenant, il y a également l'urbanisation. C'est un facteur, c'est-à-dire, il y a la capitale politique, Yaoundé, la capitale économique qui est Douala, mais les grands centres urbains, ça attire les populations à la recherche de leur survie, c'est tout à fait normal. Et du coup, les populations qui sont nées là, ou bien qui sont arrivées là avant les autres, se retrouvent minoritaires, pour parler de façon prosaïque, chez eux. La troisième chose, elle est carrément politique. Lorsqu'on découpe le Cameroun pour dire quelle zone doit avoir les députés, on dit bien, et ça c'est alors que je dis, sur le conseil régional, chaque région a 10 conseillers, non, 100 sénateurs, 100 conseillers régionaux. Sur les sénateurs, chaque région, quel que soit par le nombre de départements, a 10 sénateurs. Maintenant, les gens se sont installés partout au Cameroun et estiment que c'est normal de pouvoir conquérir les postes de maire, de machin. Mais la coïncidence, et là c'est dangereux, il faut le dire, il faut voir pourquoi j'adresse cette problématique. La coïncidence, c'est que il y a seulement 2 ou 3 communautés qui peuvent être tout partout. C'est pas qu'ils aient interdit aux autres d'être ça chez eux, hein? Enfin, disons ça comme ça de façon prosaïque. Mais la coïncidence, c'est que lorsque vous arrivez à Yaoundé, à Douala, pratiquement Douala et Yaoundé, ça le problème se pose. Vous pouvez avoir des députés qui, de façon anthropologique, n'ont aucun lien avec le territoire. À Douala également. Maintenant, il arrive également que, comme les Camerounais se sont reçus entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème qu'un gars de Vogada offre le point de terre pour construire à son frère qui vient de Bamenda ou de l'Ouest. Malheureusement, à terme, comme chacun avait une lopin de terre, je peux dire limitée, il arrive que vos petits-enfants soient obligés d'aller se débrouiller du côté de Bankomo, du côté de Makak. Et le problème se pose, c'est un problème sociologique qui se pose. Les enfants commencent à dire, mais d'où vient-il que moi, je sois de Vogada, et qu'un frère qui est venu de Makak soit plus propriétaire de terrain que moi? Soit c'était un don, soit il l'a acheté, tout ça c'est légal. La dernière chose parfois ici, c'est que des gens, parce qu'ils sont devenus nombreux quelque part, s'organisent. L'organisation sociale, de manière que, sinon, je dis ça, c'est valable partout, hein. Les gens de Makak sont nombreux en Vogada, n'importe quoi. Ils créent une communauté de gars de Makak, ils se rencontrent entre eux. Le danger vient quand ils veulent créer une chefferie là-bas. C'est-à-dire, le chef de la communauté est un peu pour eux, au-dessus ou en dehors de la chefferie anthropologique. Qu'est-ce qui se passe dans 70 ans plus tard? Il y a une prise de conscience de tout ça. C'est l'environnement politique qui nous amène à réfléchir à ça. Mais attendez, moi je suis à Yaoundé. Le problème n'est pas posé depuis 30 ans. Hein. Pourquoi il y a un député Bamlika à Yaoundé? Parce que les gens découvrent à cause des travers de l'argent. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que quand on a l'argent, on commence à croire qu'on peut tout acheter. Mais de façon normale, nous n'avons aucun problème. Lorsqu'on vit en dehors de l'argent, allez au quartier, il n'y a pas ça au bar, il n'y a pas ça au restaurant, il n'y a que ça, il y a ça que lorsqu'on parle de la politique et de la conquête du pouvoir. Il faut qu'on ait le courage de cette... Parce que sinon, je rappelle, le problème palestinien parce qu'il est le plus vieux conflit du monde, est lié à la terre et à l'eau. Le problème entre Arabes, Choix et machin au nord, c'est la terre et l'eau. Si parce qu'on veut faire politiquement correct, parfois ici aujourd'hui, on refuse d'adresser ça en faisant semblant qu'on n'a pas de problème. Non.
le problème foncier qui se pose et qui se mue en repli identitaire. Vous pensez que c'est un problème sérieux? J'ai dit c'est un problème très sérieux. Vous pensez qu'il est temps de poser le problème sur la table? Il faut en parler. Je rappelle qu'à un moment, dans le Mungo, le président avait interdit que les halogènes, c'est pas moi qui le dis, aient des titres fonciers. Non, l'expression est même dans d'autres constitutions. Voilà. À un moment donné, les bassins étaient interdits d'aller à l'Émia. C'est vrai, parfois ici. Donc, tout ça mis ensemble aujourd'hui, 70 ans plus tard, les gens prennent conscience que, mais attendez, on va où? Nous avons l'impression que si on continue comme ça, il est possible que les députés d'Union écrits tous demain soient de la Sandaga-Martine ou d'ailleurs, parce qu'ils sont les plus nombreux. C'est pour ça qu'il faut, exemple, de manière consacrée, qu'on dise quel est l'objectif économique de notre Constitution? Quel est l'objectif économique et social de notre loi sur la décentralisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous mettons un compte, de manière que de façon claire, que chacun sache que je peux partir de ma carte pour Yaoundé, mais voilà ce que je dois laisser au gars de Yaoundé. Ou alors on dit, tout le monde peut faire n'importe quoi, n'importe où, il faut que ce soit clair, de manière que, parce qu'on a des lois qui sont un peu équivoques. Laisse-moi pas le Toutoné et de l'Alogéna. Il faut bien comprendre que la loi dit qu'on est au Cameroun partout chez soi, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce que la loi dit, mais ce n'est pas parfois ici. La preuve, lorsque je prends un ami, j'avais un ami ici, le Pro Noudou, qui était chef à Messa. Oui. Qui était également un grand directeur de publication. Ouais, on rigolait souvent et je disais que le jour que tu vas mourir, parce que je me moquais de lui, comme tu es gros là, tu vas mourir avec moi. Il me dit, il est même possible que malgré ton sport, tu me raves. On rigolait. Il disait que tu es chef, non, il me dit oui. Si les gens viennent déporter le corps du chef, je vais m'y opposer. J'estimais qu'un chef de Messa ne peut pas être enterré ailleurs qu'à Messa, malheureusement. Lorsque le corps de mon ami, l'époque a pris la route de l'Ouest, j'ai commencé à comprendre ce que mes frères disaient à côté, que tu es même chef de quoi? Pourtant, c'est un gars qui a passé 40 ans au même endroit, qui avait des bons rapports avec tout le monde, mais la réalité sociologique et historique nous impose de nous arrêter juste pour dire pourquoi les Bassa qui meurent à Yaoundé vont être enterrés à Makak? Pourquoi les Banoki qui meurent à Douala vont être enterrés à l'ouest? Ça veut dire que nous sommes attachés à nos terres. Mais pour autant, la terre, notre terre, c'est où? Il faut mettre un contenu, parce que sinon, on va droit vers le mur. La prochaine guerre civile sera adressée par les hommes politiques. C'est-à-dire, on va opposer les tribus entre elles pour des raisons purement politiques. Nous osons croire qu'il n'y aura pas de prochaine guerre civile. Et pour ne pas en arriver là, il faut en parler. Merci. Voilà pourquoi nous avons posé le sujet sur la table. Jean Collins Defoe-Sokin, monsieur le maire pense que c'est un problème sérieux. Il faut avoir le courage d'en parler. Ne continuons pas à faire comme s'il n'y a pas un problème. De plus en plus, vous allez entendre quelqu'un dire à l'autre, il faut rentrer chez toi. De plus en plus. Defoe-Sokin est à Yaoundé, je ne sais plus depuis combien d'années. Mais un jour, il a beau être le frère, avoir un ami Ehondo, mais un jour, le frère Ehondo lui dit, il faut rentrer chez toi. Cela signifie qu'il y a un problème sérieux. Que faut-il faire? Quand il me dit, il faut rentrer chez toi, ça veut dire que forcément, il y a un intérêt qu'il estime être menacé. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Et cet intérêt qu'il estime être menacé, c'est dû à quoi? À ce que peut-être je sois plus fort que lui, plus compétent que lui. Et il estime que cette compétence-là le nuit. Et si c'était l'inverse, qu'il ce soit lui qui soit plus compétent que moi, est-ce qu'il aurait tenu le même discours? Je suis par exemple à Yaoundé. J'y suis arrivé à cause de l'école. Il y avait une seule université. Je ne serais peut-être pas arrivé à Yaoundé si ce n'était pas l'école. J'arrive, je m'installe à Yaoundé. Je me bats dans ma vie sans être soutenu par qui que ce soit. Je me cherche. Et j'ai mon petit lopin de terre. Je me construis, j'ai ma famille. Maintenant, je me bats dans la vie pour être quelqu'un. J'utilise le terme ainsi, pour être quelqu'un. On te suit. Et comme je suis dans mon pays, j'imagine que j'ai droit à tout. De même que mon frère qui est d'ici. Parce que nous sommes en compétition. En tant que Cameroun. Pour le bien. La compétition, la compétence, c'est ça le problème qui choque. Oui, bien sûr. Nous sommes en compétition. Compétition n'est pas très loin de compétence. N'est pas loin de guerre non plus. Je ne suis pas. Il faut éviter d'être en compétition. Il faut être en complémentarité. C'est ça le problème. Non, écoutez, les êtres humains sont en compétition. Parce qu'en sensé, les êtres humains. Le danger, c'est ça. Non. Il est en compétition. Il vient d'ailleurs, mais il est en compétition. Non. Oh là là. Parce qu'on peut dire comme ça, on est en complémentarité. Écoutez,
Je suis à Yaoundé parce que Mais j'adore ce discours, il est vrai. j'ai été appelé. Le discours là est vrai. Il est vrai, bien J'ai été sûr. appelé pour venir à Yaoundé. Oui. Parce que j'étais une élite qui devait être au service de la nation. Oui. Et il n'y avait qu'à Yaoundé que je pouvais, n'est-ce pas, me Oui, il y avait... prévaloir. Oui, oui. Maintenant, j'y arrive, je trouve un autre peuple qui n'est pas le mien, n'est-ce pas? Maintenant, je suis obligé de vivre avec ce peuple-là. Ok? Je dois être forcément en compétition avec lui sur son territoire. Aïe. Mais écoutez, Non, mais c'est vrai ce qu'il dit là, mais c'est ça qui je Ça fait mal. Mais là, vous la vérité. Mais là, Ça fait mal, mais il dit la vérité. Non, c'est la vérité. Laissez-le dire sa vérité. je suis en compétition avec lui sur le territoire parce que quand on dit compétition, lui comme moi, il a peut-être des avantages dus à ce que il a déjà un lopin de terre donné naturellement. Moi, je suis obligé peut-être de me battre pour en acheter. Ok? C'est-à-dire qu'il est même déjà, il a même une avance sur moi à partir, n'est-ce pas, de ses avantages patrimoniaux. Maintenant, je réussis, n'est-ce pas, à avoir mon lopin de terre, je me bats pour exister. Et pendant que je me bats pour exister, il se trouve que dans Je le pousse un peu pour qu'il recule plus dans la Laissez-moi compétition. parler, monsieur le maire. Laissez-moi parler. Pendant que je me bats, lui aussi, à son tour, personne ne l'empêche de se battre. Il doit faire autant que moi. D'abord, il a déjà un avantage comparatif. Quand je vais le trouver avec un avantage de l'open terre, il n'a plus un certain effort à faire. Au contraire, ce sera plutôt supplémentaire. Mais il est calme. Il ne fait rien pour Il se est même répandre. fainéant. Je n'ai pas dit qu'il est fainéant. Je dis il ne fait rien pour se répandre autant que moi. Maintenant, dans cet avantage comparatif, quand je veux maintenant me répandre, il dit non, tu ne bouges pas, tu as jusque là. Écoutez, Tu dis, moi j'ai l'argent, je vais avancer. ce n'est pas ce que je dis. Quand j'ai l'argent, je dois avancer. Ah bien sûr. Mais c'est normal. C'est le langage qui est vrai. C'est un langage de vérité. Maintenant, quand je veux avancer Mais qui maintenant, pose problème? est-ce que je dois avancer en l'opprimant? Non. Puisqu'on est en compétition. On est fait quoi? Mais la compétition ne veut pas dire que tu opprimes ton semblable. La compétition est loyale. Qui a fixé La les règles de cette compétition-là? compétition n'est pas déloyale. Qui a fixé les règles de La cette nature. compétition? Ah bon, d'accord. La nature veut que nous soyons compétitifs. Même sur ce plan, nous sommes compétitifs. Hein. Faut le dire. Donc, dans cette compétition, quand j'ai mon argent, je veux me répandre. C'est lui qui est le natif ici. C'est lui qui va me donner la terre. Je vais vers lui. Je négocie avec lui. Il est libre de prendre ou de ne pas prendre. Bien sûr. Et quand il a pris, où est le problème? Quand il n'a pas pris, où est le problème? Maintenant, nous sommes sur le plan économique. Maintenant, sur le plan politique, je suis à Yaoundé. Il me dit, tu ne peux pas être maire parce que tu viens de là-bas. Est-ce que c'est suffisant pour me convaincre de ne pas être maire? Est-ce qu'il est démontré que lui, maire, peut mieux faire à Yaoundé que moi? Ce n'est pas démontré. C'est encore des préjugés. Donc moi, je pense que la question de l'unité nationale est une réalité que nous vivons tous les jours. Ce n'est que quand le discours devient politique que on entre pratiquement en guerre. Voilà, j'utilise maintenant le mot guerre. On entre en guerre pour rien. D'ailleurs, pas plus tard que une Vous allez semaine, chuter? le plus brillant des bêtis de maintenant, de l'heure, le gardien de but Onana. Je le dis comme ça. Convolant à Justin Noce avec une Bamileke pour nous donner un bon coup de pied au nez. C'est pour justifier quoi? C'est pour dire que le Cameroun va... Et ça, c'est pas un calcul. Le calcul de qui? De deux même. Ah, C'est des possibilités. C'est déjà bien. C'est dans le calcul, C'est dans la déjà bien. compétition. C'est déjà bien que soit bien que ce soit un calcul. C'est-à-dire qu'un calcul qui va vers... En se disant que bon, moi je vais poser une bamleke de manière que je puisse avoir le point de terre également là-bas. Ah, mais pourquoi pas? C'est la compétition. Mais écoutez, lorsque vous convoquez la juste noce, ils sont de donner un coup de pied au nez. C'est-à-dire que le discours que nous tenons Il n'est maintenant pas là, le premier, malheureusement. je vous en prie, mon cher Niek, Oui. le discours que nous tenons maintenant là, il s'écule au fur et à mesure qu'on avance. Le Cameroun de 2023 ne sera jamais le Cameroun de 2100. Merci. Maintenant, bien malheureux, ceux qui pensent qu'on rentrera en 1884. Merci beaucoup. Hein. Des Ça, fois, c'est Soken vrai, hein. pense Non, que c'est peine perdue. Donc, on ne rentrera plus en 1984. 1884. En 1884. Madame de choisir à Entre dessein. temps, quand même, hein, on a connu, je vais prendre un pays africain, avec Mugabe, le Zimbabwe.
où on était obligé à un moment donné de revenir à la redistribution des terres. Ils ont appelé ça de ce côté-là la réforme agraire. Vous pensez qu'il est fort probable qu'un jour, il y ait une politique comme celle-là au Cameroun? C'est pas exclu, hein. C'est pas exclu, parfait ici. Beaucoup estiment pouvoir relancer que certains sont venus, ils ont trouvé des populations, de par leur hospitalité, elles leur ont pratiquement donné des terres. Parce que lorsqu'on parle même d'acheter, c'était parfois des francs symboliques. Et que en ce moment, ces communautés ont pratiquement tout pris. Et maintenant, se moquent même de ceux qui leur ont gracieusement offert des terres. Oui, c'est le cas actuellement également au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grincements dedans. Il faut dire l'unité nationale telle que vient de présenter le camarade Jean-Félix. Jean Collins, pardon. C'est vrai. Le collègue, monsieur le maire, parle également de la vérité. On a lancé une catégorie de Camerounais. Les Camerounais, ce qu'il dit, c'est pas écrit quelque part, mais c'est visible. Les hommes d'affaires prospèrent au Cameroun, on sait d'où ils viennent. On sait. Et ils ne sont pas nés hommes d'affaires. Il a fallu le coup de pouce. Personne n'a vendu la banane. Voilà, personne n'a vendu la banane ou les arachides. Ou Saint-Chèvre au nord. Ils ont reçu des subventions. Aussi. Ils ont fait des efforts, mais ils ont aussi reçu. Maintenant, comme il a dit, nous sommes dans des zones urbaines. Et c'est là où il y a toute la difficulté. Les zones urbaines, il est très difficile de clamer l'appartenance à une zone urbaine pour dire, parce que dans 40 ans, il sera difficile de trouver un Vogada, quel que soit ce qu'on veut bien faire, trouver un Vogada au centre-ville de Yaoundé. Il sera très difficile. Pourquoi? Parce que la ville grandit. Et le Vogada qui n'a pas de moyens, le Bamileke qui a son milliard voudra venir mettre un hôtel 8 étoiles. Il va acheter ce terrain-là, quel que soit le prix. Parce que, regardez à Paris aujourd'hui, il y a combien de Parisiens qui vivent à Paris? Il y a combien de Milanais qui sont au centre-ville de Milan? Ça n'existe presque pas. C'est des Saoudiens, c'est des Turcs, c'est des Arabes, c'est des gens qui ont des moyens. Mais le problème, moi, je le vois ailleurs, dans des villages. C'est là où ça pose... Parce que à Paris, une réunion de Parisiens à Paris, vraiment, ça n'intéresse personne. Ici, c'est encore très perceptible parce qu'il y a une forte densité de population à faible revenu. Et ce sont ceux-là, quand ils se réunissent, qui font beaucoup de bruit, qui cherchent à implanter des chefferies, parce que les hommes d'affaires, je ne vois pas Fotso de regretter, mais moi, je ne l'ai jamais vu assister à une réunion des gens de son village, ou hôtel La Falaise, je ne sais pas. Mais c'est les benskineurs qui sont venus de Mbouda, qui vont s'asseoir là, ils sont 200, ils vont vouloir mettre un chef, ils vont faire des bruits chaque semaine, ils vont faire ceci, et ça va énerver les frères Betty qui sont 50 à côté. Or, si c'est un Wadjo qui est venu là et qui a construit son hôtel, vraiment, votre affaire de village, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, vous ne le verrez presque jamais. C'est son infrastructure qui parle. Qui voit Santa Lucia partout? Qui voit Dove? Mais ils existent à Yaoundé. Ils ne sont pas dans ces réunions qui font beaucoup de bruit. Ils y sont. Mais ils ne sont pas dans ces réunions. Vous n'allez pas voir ces gens-là dans des regroupements où ils vont installer des chefs, où c'est là-bas où ils partent tout faire. Non. Ils respectent quand même l'autorité établie. Mais c'est beaucoup plus dans des zones reculées où ça va poser un réel problème. Je prends le cas de mon village. Je me retrouve aujourd'hui limitrophe en brousse avec des Bamouns. Angomzap. Ce qui commence à poser un problème, c'est un Bamoun qui te dit un matin que non, la limite
du terrain au champ. C'est ici tu dis, mais mon Dieu, d'où sors-tu, mon frère? Parler encore en ville, c'est bon, mais si c'est venu déjà acheter des villages où les gens vont se retrouver dans leur village en zone reculée, mais sans village, c'est là où ça pose problème. On va encore lire quelques préoccupations. Non, Jean Collin, oui, vous voulez absolument réagir. il faut Allez-y. qu'ils sachent Oui. que de même que Yaoundé, avant 1884, était un village. C'était un village. Donc, tu as la chance que la capitale n'était pas Ngomé Diap. Si la capitale était Ngomé Diap, ce serait Yaoundé. Je le comprends parfaitement. Je le comprends. À la suite de Jean Collin. Et puis, s'il te plaît, Oui, bien sûr. je t'ai entendu parler de ces venir implanter les chefferies dans les villages qui ne sont pas les leurs. Si à Makak, dans ton village, tu rencontres 20 Bouddhas, ils vont créer parmi eux un chef des Bouddhas à Makak. Et ce chef de Bouddha à Makak, s'il s'est construit à Makak, son domicile devient la chefferie des Bouddhas à Makak. Si c'est ce que vous êtes en train de dire, installer les chefferies, ça me surprendrait. C'est ça, installer les chefferies. Bon, c'est bien que tu en aies parlé. Expliquez-moi un peu. Non, je vais C'est-à-dire que je vis à Makak. Non, oui, bien sûr. Il y a 30 Bouddhas qui vivent à Makak. Maintenant, ils choisissent de m'avoir comme leur chef. Vers qui, s'il y a des petits problèmes, ils pourraient, n'est-ce pas, se référer. Maintenant, mon domicile, où je vis, devient la chefferie de Bouddha de Makak. C'est ça que vous appelez chefferie, je veux comprendre. Oui. Mais ça aussi. Oui. Ça aussi. Mais je C'est une suis forme de très chefferie. content que Jean Collin s'en ait parlé. Parce que l'autre réaction qui est plus tribaliste, parce que je dis quelque chose. Oui. Installer la chefferie d'un Bouddha de Makak est contre l'intégration nationale. Non, c'est vrai, il faut qu'on se le dise. Et là, le responsable qui a flanché, c'est le gouvernement, qui a laissé faire, un peu comme les églises de réveil. Aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. Lorsqu'on va à Makak, Il y a un chef là-bas. il y a un chef. Les gars consistent à le considérer comme son chef. Si on a un problème, on va vers celui-là. Mais vous absolument créer la chefferie d'un Bouddha parce que vous êtes. Parce que non, moi je comprends. Et moi, ce que j'adore en vous, c'est que vous avez dit la vérité. Je fais l'inverse. C'est-à-dire que les macaques se retrouvent à Bafoussam. Oui. Ils sont 50 macaques. Oui. Alors, M. Niek est le seul, et peut-être entre eux qui ont une belle maison. Oui. Ils font de M. Niek le chef des macaques. Les gens macaques ne feront jamais ça. Ils vont faire Écoutez, le président de l'association des macaquois de Bafoussam. Qui n'est pas chef. C'est ça la différence. Écoutez. Oui. Si vous posez un problème de cosmogonie, ça devient un autre débat. Non. Parce que, en principe, nous estimons, dans notre cosmogonie, qu'il n'y a pas de peuple sans leader. À l'Ouest Cameroun, il n'y a pas de peuple sans chef. À l'Ouest seulement. C'est Alors vous en foutez que les autres années ou pas, c'est ça? Vous dites, écoutez, ça dit quand on dit l'intégration nationale, je dois t'admettre avec ta culture. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu es à Bafoussam... Monsieur Defossé, moi je vous pose une question. Oui. Vous avez dit, si les Mbouda, ils sont une trentaine, ils se retrouvent à Makak. Oui. Ils vont chercher à créer, à désigner un chef Ils choisissent. des Mbouda à Makak. Quand ils ont leur problème, c'est le chef qu'on va. Je vous C'est dis ça donc qui est ceci. grave. Est-ce que ce n'est pas très grave ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi? Parce que quand les Mbouda arrivent à Makak, ils trouvent déjà qu'il y a un chef. Tout à fait. Cela signifie que si vous avez un problème là-bas, allez chez le chef qui est là. chez le chef qui est déjà là. Très bien, je vais répondre. Vous savez, il y a les problèmes intraculturels et les problèmes extraculturels. Les problèmes intraculturels ne vont intéresser que les Bouddhas. Oui, c'est par exemple un Bouddha a sa fille qui veut aller en mariage. Elle a besoin d'un chef pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'un chef pour ça? Laissez-moi parler. Vous êtes en train de aller en mariage. Et lui, le jeune qui est arrivé à Makak, il n'a pas encore de domicile. On lui a dit, voilà notre chef de Bouddha. Il utilise la maison du chef de Bouddha pour faire son mariage. Vous comprenez? Le cercle municipal sert à quoi? Attendez, déjà c'est l'économie. En utilisant est-ce que son chef a refusé qu'il prenne sa maison? C'est l'économie. Vous comprenez? J'ai répondu à votre question. Pas ici. Si le chef maintenant de Makak, ok, si d'aventure j'ai un problème avec quelqu'un qui n'est pas de Bouddha, c'est vrai le chef de Makak. C'est ça C'est très grave. C'est ça le tribalisme. Vraiment, monsieur Song est honnête. Mais Parce que effectivement ce qui se passe, et c'est ce qu'on vous reproche. Non, Non, permettez, moi je vous ai écouté. Ça,
Parce que là, vous Je avez ne suis pas, la cosmogonie d'un je ne groupe. suis pas Non, juge de non. mon reproche, mais je dis c'est ce qu'on vous reproche. On reproche quoi? Un, de vous mettre en compétition avec des frères qui vous ont accueillis sans problème. Comment en compétition? Non, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. C'est-à-dire que moi, je reçois. Non, allez-y. Jean Collin, Allez-y. ce qui est très grave dans ce que vous avez dit, mais qui est heureusement vrai, Oui. c'est que ceux qui vous ont accueillis, nous vous avons jamais pris, je vous parle à vous, hein, Oui. de façon claire, nous vous avons jamais pris comme des concurrents. Ils ont dit, on reçoit des Camerounais parce que la ville est arrivée chez nous, chacun doit se mouvoir. Mais vous, quand vous nous dites, je vais chercher l'argent, quitte à nous pousser, vous l'avez dit, c'est la compétition là que nous ne voulons pas. Et c'est pour ça, j'ai fini par la ça chefferie. Pose problème. Il est inadmissible. Maintenant, ce qui se passe, que comme les Mbouda, c'est vous qui avez pris cet exemple, Ouais. sont déjà 30 à Makak. Ouais. Dans la chefferie de Djog Baimi, ils estiment que ce chef ne peut pas régler le problème. Pourtant, la loi, Oui. lorsque vous partez de votre village Oui. pour aller dans un autre, vous devez obéir Tout à fait. aux us et coutumes de ce que vous recevez. Sans pourtant vous refuser que vous êtes d'où vous êtes. Oui. Mais ce que vous Bien venez de sûr. faire confirme effectivement ce qu'on dit, allez chez vous. Parce que vous dites que la chefferie ici ne peut pas régler nos problèmes. C'est pour ça qu'on va créer la nôtre. Et lorsque les gens vous disent par réaction, parce que c'est la réaction, que allez chez vous. Parce que vous avez construit une communauté de Bouddha. Pourtant, moi j'ai dit, ce matin, cette semaine dans le forum de Makak, je prends un exemple qui est vrai. Le médecin a été affecté, c'était un gars bêtis. Les gens de Makak l'ont sorti du forum de Makak au prétexte fallacieux que comme il n'est plus en pouce à Makak, il sort du forum. Je leur ai dit, Makak appartient à tous les Makakois. Les Makakois, c'est ceux qui y sont nés, ceux qui y travaillent et ceux qui y ont Ceux qui été. aiment Macaque. Ceux qui aiment Makak. La preuve, je prends un cas également. Le Kosako a été relancé par quelqu'un d'autre qu'un gars de Makak. C'est amis Kosako, c'est les amis de Makak qui étaient au Kosako qui ont relancé. Moi, je voudrais vous dire, l'attitude là, c'est elle. Si on n'en parle pas, parce que ce qu'il dit est vrai. Est vrai. Mais c'est ça qu'on vous reproche. Ça, Ne le vous danger, pensez ça, pas le en communauté grand danger. autonome au sein de la communauté nationale. National. Mais là, sur le côté politique. Parce que le côté politique que nous avons échafaudé tous ici, qu'est-ce qu'on fait? Si je veux faire la campagne à Makak, est-ce que je dois créer mon quartier général de campagne dans la chefferie Mbouda? Non. Parce que dès que vous le faites, c'est comme les sectes. Hein. Si nous sommes 10 et que 3 se mettent de côté pour parler, 7 autres vont se mettre en... Si nous voulons faire l'intégration nationale, il faut accepter que lorsque je pars de Makak pour venir à Yaoundé, le chef d'un Kondongo où j'habite est mon chef. Si je parle avec mon frère de Makak, Je m'en vais au chef. je m'en vais voir le Voilà. chef. Parce que nous sommes tous les deux citoyens de cette chefferie. Merci. Mais si nous créons une chefferie de Makakois, on déplace aux chefferies et nous ne sommes pas surpris que les gens nous disent allez chez vous. Merci beaucoup. Pourtant, On ce n'est pas bon. On va lire les messages. Hein. C'est pas bon. Parfait. Ce problème identitaire date depuis fort longtemps. Même dans la Bible, souvenez-vous de la naissance de Jésus. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, ici bonne thématique, mais dites à Monsieur Defosoquin qu'il ne nous trompe pas du tout. Le monde finit toujours par rentrer chez lui. Demandez-lui pourquoi un Bamileke qui a vécu 30 ans à Yaoundé meurt, on amène sa dépouille mortelle à l'ouest pour l'enterrer. Ce qui signifie qu'on finit toujours par rentrer chez soi. Autre message ce jour. Beaucoup de messages. Hein? Le chef d'Embouda à Makak n'est qu'un leader, le représentant du chef de leur village à Makak. Il est un ambassadeur, un peu comme en République. Monsieur Fosso de Bafoussam, si tu Non, ça simplement. c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire Autre message, libre expression. Bonjour, je suis très préoccupé avec le discours de Monsieur Defosoquin. Pourquoi seuls les ressortissants de l'Ouest ont un problème avec l'esprit de l'intégration nationale et du vivre ensemble? C'est Dissaké Adouala qui envoie le message. Bonjour le panel. Chaque peuple doit avoir un leader. Il va plutôt dire bon, on a lu ce message. Hein? Un autre, pourquoi, bonjour monsieur Aïssi, très belle émission, j'ai le détail du chef Mbouda à Makak. C'est là le nœud du repli identitaire. Vous et vos panélistes avez très bien élaboré dessus, merci. Pourquoi ne pas, par exemple, parler de foyer ou association des Mbouda? C'est ça, tout. Président de l'association des Bouddhas, message. ça pose aucun problème.
Bon après-midi, parfait. C'est que les Il autres faudra font. vraiment recadrer les panélistes, surtout le monsieur à votre gauche, pour ces termes péjoratifs, voire des insultes à l'endroit des régions. Pourquoi appelle-t-il les nordistes Wadjo? J'écris de Garoua. On ne l'a pas dit. Bon, monsieur Souman appelé les nordistes des Wadjo. Autre message ce jour. Bonjour, trop d'hypocrisie sur cette question. Quand on a fini de vendre le terrain et jouer les présidents avec l'argent du Bamileke, c'est sucré. Mais une fois l'argent fini, la jalousie et les grosses s'installent. On parle uniquement des manquements des ressortissants de l'Ouest sur le plateau. Les petits ne font rien de mal. Certains vendent leur terrain uniquement au Bamileke, mais personne ne veut le dire. C'est Rodrigue qui écrit le message. Autre message, plus de messages. Hein? Bonjour, monsieur Parfait. Ici, je ne suis pas d'accord avec le maire. Chaque communauté a un leader. Allez au nord, à Garoua, il y a un quartier qu'on appelle un Koulbeti, devenu Il n'y a pas de chef Koulbeti là-bas. Koldivest. Mais le représentant de chaque communauté ne piétine pas l'autorité de l'autre. Merci, c'est Félix de Tam Tam. Autre message. Bonjour, monsieur Parfait ici. Monsieur le maire a bien compris Collins. Ce dernier a clairement expliqué le problème qui fâche. C'est Paul à Edea. Autre message. Bonjour et bon dimanche à vous sur le plateau. Perfecto dit à monsieur Niek et Essomba que leurs propos sont vraiment haineux. Pour vivre au Cameroun comme les enfants d'une famille, il faut que l'État crée une langue nationale pour que nous puissions vivre libres et ensemble partout au Cameroun. Monsieur Jean Collins est sur le tracé, sur la trace de la vérité. Le même droit que j'ai dans ma région natale doit être le même partout où je me trouve dans mon pays. C'est Ernest depuis Rond-Point Bamenda qui envoie le message. Bonjour, monsieur le maire. Depuis un certain temps, vous m'inquiétez dans vos propos. Cessez de travestir les propos. Le problème d'identité est-il seulement Bamileke? C'est Abega de Yaoundé qui envoie le message. Bon après-midi, le panel. Il y a beaucoup de Mbouda à Bafoussam. Est-ce qu'il y a un chef Mbouda à Bafoussam? C'est Roger à Douala qui envoie le message. Bien sûr. Je suis, écoutez mon cher Parfait, Oui, je suis Bouddha de la contrée Nda, du centre de Bouddha, village Bamenjo. À Bafoussam, il y a le chef du village Bamenjo, à Bafoussam. Moi, ça dit, Le chef de Bamenjo à Bafoussam. Enfin, Vous comprenez ça? Ça veut dire que lorsque l'autorité veut s'adresser au Bamenjo à Bafoussam, c'est à lui qu'on s'adresse. ça c'est dangereux. Oh là là. Merci C'est beaucoup. ça le danger. Parfait, Disons quand même, Essomba, qu'à l'approche donc de la fête du 20 mai, synonyme de la fête de l'unité, vous avez suivi le débat avec nous. Ouais. Pouvons-nous véritablement dire qu'il y a l'unité au Cameroun? Pour ma part, je pense qu'il y a unité au Cameroun. L'unité n'est-elle pas menacée? L'unité, à mon sens, n'est pas encore menacée, mais risquerait de l'être au regard des développements, parce que si tous les ressortissants de l'Ouest raisonnent comme des Fossoquins, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux, mais prendre l'unité nationale... Des Fossoquins n'a dit que la vérité. Hein. Oui, non, nous ne lui concédons, on sait qu'il dit la vérité, mais c'est dangereux. Mais il a dit quelque chose de vrai également, parce qu'il n'a fait que dire la vérité. L'unité nationale, c'est pour ça qu'on encourage. Lorsqu'on a vu l'exemple qu'il a pris, le talentueux gardien de Bionana, qui allait épouser une Bamileke. Comment on va traiter cette... la forêt. Oui. C'est une fleur. Comment on va traiter cette Bamileke? Je suis pas d'accord. Le problème, c'est qu'à terme... C'est pas le mariage qui fait problème. Qu'est-ce qui fait problème? La politique. Non, c'est que tu as dit toi. La politique. La politique. C'est pas le mariage qui fait problème. À terme, on va se retrouver avec tellement de brassages ethniques qu'on ne saura même plus à un moment donné qui est qui fait quoi. Très bien. Sylvestre Niek, j'ai une autre préoccupation. Hein. Pourquoi avons-nous l'impression qu'au Cameroun, ce tribalisme est beaucoup plus perceptible
qu'avec 2 ou 3 communautés. Et les Bamileke, les Beti, dans une certaine mesure les Douala, contre les Bamileke toujours. Bon, les autres ethnies apparemment ne sont pas trop concernées. Pourquoi fondamentalement ces grandes communautés? Non, ce n'est pas un problème communautaire, c'est un problème d'agglomération. Non, c'est un problème communautaire. Non, j'en viens. C'est un problème d'urbanisation. C'est une très belle question. Il n'y a pas de député de l'ouest à l'est. Il y a encore un député de l'est à l'ouest. Il y a encore un député de littoral à l'ouest. C'est ça le problème. Il est purement, je peux dire, organisationnel ou de maire. Ça n'existe pas. Mais parfois ici, je vais vous dire quelque chose. Le danger, et je pense que sans encenser le président Biya, c'est lui qui l'a compris. Aïdjo a fait l'unité nationale, qui était l'unité des territoires. C'est-à-dire, on se bat. Oui, l'unité territoriale, c'est tout. Lorsque le président Biya parle de l'intégration nationale, nous parlons des hommes. Et peut-être je donne le conseil à mon frère, de façon que lorsque ne vous mettez pas en compétition avec les autres. C'est normal de vouloir évoluer dans la vie de tous les côtés. Mais si vous dites ici, et vous avez confessé ça, que comme les autres sont, vous êtes compétents et que je ne le sont pas. C'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le danger. Si je suis compétent et que tu ne l'es pas, je n'ai pas dit que l'autre n'est pas compétent. Il ne faut pas déformer mon discours. Parfois ici, si moi je suis compétent et que vous ne l'êtes pas, vous êtes quoi? Si je suis compétent et que tu ne l'es pas, c'est de ma faute? Non, c'est pas les fautes. Mais je n'ai jamais dit que tu n'es pas compétent. Je ne t'ai pas jugé. Non, mais il se trouve seulement que dans la compétition de la vie, il se trouve que je suis plus épanoui. Et ça se constate. Maintenant, je ne t'ai pas dit que tu n'es pas compétent. On a suivi. Jean Collins. Oui, Sylvestre, vous allez parler, vous allez chuter. Oui, évitons la compétition entre nous. Si nous sommes du même pays, mettons-nous en complément. Ça veut dire quoi? Si moi, imaginez un seul instant que j'ai plus d'argent que tout le monde et que j'achète tout Yaoundé. Parce que c'est ça que les questions. Non. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que moi, j'en appelle au gouvernement camerounais. Il faut qu'on adresse cette problématique foncière de manière que ça ne nous amène pas à la guerre. Parce que sinon, lorsque les autres n'auront plus où aller, ils vont combattre ceux qui occupent d'autres terres. Très bien. C'est le problème palestinien avec Israël. Oui. Les Palestiniens n'ont pas où aller, ils n'ont pas de choix que de se battre contre leurs frères israéliens. Malheureusement, il faut éviter qu'on arrive là. Et pour arriver là, moi je suis d'accord, parce qu'il décrit ce qui se passe, mais ça qui n'est pas bon, c'est qu'on leur reproche. Et il n'est pas le jeune bandit qui nie ça. Il vous dit, je suis venu à Yaoundé pour me battre avec mes autres frères, pour émerger. Je lui dis, bats-toi pas contre eux, mais pour toi-même, pour que tu émerges. Et tu verras que l'harmonie va rien entre nous, parce que sinon, au sortir d'ici, quelqu'un se rend compte que il est venu, je lui ai vendu, mais tout ça, parce qu'en réalité, la plupart des biens qui ont été vendus ne l'ont pas été, parce qu'ils ont été vente illégale. C'est vrai, vente illégale. Lorsqu'on vendait le terrain en 1900, personne n'avait le titre foncier. Ils vont d'être 74. Et la plupart des propriétaires l'ont acheté après, avant, je veux dire. Donc, c'est des ventes illégales à la réalité. En conséquence. Aujourd'hui, il faudra qu'on se parle pour dire. Non. Il faudra qu'on se parle pour se dire. Nous ne sommes pas en compétition. Nous devons servir le Cameroun. Chacun doit servir là où il est. Vous allez servir le Cameroun. Mais maintenant, si votre hégémonie, même financière, est gêne, on en parle. Très bien. De manière que ce ne soit pas la guerre demain. C'est compris, oui. Mon cher Jean Collins. Oui. Nous serons toujours en compétition. Je suis prêt à te battre à tous les niveaux si tu dors. Ça, c'est la nature. Chacun se battra avec ses armes. C'est normal. Même qui d'aller aller chez vous. C'est pas bon. En ce moment, ce n'est pas bon. Vous êtes en capacité de me dire d'aller chez moi. Oh, dis donc. Il faut que je vous le dise. Moi, ce n'est pas bon. Écoutez, mon cher Nianiel. Il y a une dame du Sacré qui a dit pourquoi est-ce que c'est les Bamileke qui se sentent toujours intéressés. Tu as peut-être savoir pourquoi est-ce que c'est toujours. C'est une très bonne question. Il n'a pas voulu répondre. Si, j'ai répondu. Non, tu n'y as pas répondu. Je vais t'aider à répondre. Tu voulais ta réponse ou la mienne? Il a dit c'est l'urbanisation. En fait, au Cameroun, quand on regarde bien, comment est-ce que la géographie des peuples camerounais se dispose, vous remarquez qu'il y a d'autres peuples qui semblent migrer plus que d'autres. Vous allez voir que les Grassfields migrent. Et quand j'ai dit Grassfields, je parle, n'est-ce pas, du nord-ouest, du sud-ouest. Ils migrent beaucoup par rapport à ceux, aux autres. Y compris l'ouest. Si vous parlez Je parle pas de Grassfields, de nord-ouest et ouest. C'est des peuples migrants. Le nord est aussi un peuple migrant. Ouais. Voilà pratiquement les peuples que vous rencontrez davantage partout au Cameroun par rapport à d'autres. Vous comprenez? Ce qui fait que, si vous allez pratiquement au nord, vous allez vous rendre compte que, si vous regardez la composante Bamileke et Beti, ça, il n'y a pas match. Vous verrez plus de Bamileke, même 5 fois de Bamileke que de Beti, par exemple, au nord. C'est clair. Vous ne verrez des Beti au nord que souvent, de ce côté. permettez, vous ne verrez des Beti au nord que très souvent quand ils sont fonctionnaires.
Et si vous voyez un Betty au nord qui est un self-made man, c'est peut-être souvent un étonne. J'ai fait ce constat-là. C'est pas souvent un étonne. Merci beaucoup. Qui est un self-made man. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui se bat de lui-même. Or, ça fait que lorsque tu es un être humain qui te bat de toi-même, et tu penses qu'il faut que si je ne me déploie pas, je ne serai rien. Tu deviens compétitif. Et quand tu es un gagneur, Tu deviens conquérant, pas compétitif. Et même conquérant, mais tu dois être conquérant. Et vous savez, et cette compétition, un conquérant, cette compétition n'est fait pas quoi? compétitif. Ce qui est bien dans ça, c'est quoi? Parce que la morale dans la compétitivité. Écoutez mon cher Yannick. Oui. En fait, cette compétition dont je parle, cette conquête dont je parle, ne s'arrête pas au niveau du Cameroun. Parce qu'il faut que nous soyons conquérants pour conquérir le monde. C'est compris, hein. Et le Cameroun doit arriver à ce niveau-là. Nous allons prendre C'est pour ça que je chute. Et je voudrais prier les quelques intellectuels, parce que c'est eux le problème aujourd'hui. Les quelques, ils sont quelques Oui. au Cameroun aujourd'hui, Oui. qui tapent sur cette fibre-là tribale pour se mettre en vitrine. Non. Et posent un problème Ils sont peut-être dont ils derrière. ne seront pas en capacité de résorber. Ah, vous êtes en train de menacer. Non, je ne menace D'accord. pas. Nous prenons le dernier virage de ce programme. Là, c'est grave. Et nous prenons justement le fait majeur de la semaine. Cette semaine, justement, c'était vendredi en après-midi, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, a inauguré la polyclinique Saint-Christophe à Yaoundé, du côté du quartier Mvorada, descente Fanta Citron. Il faut dire que c'est une polyclinique Saint-Christophe véritablement moderne, des appareils hyper sophistiqués et un personnel très compétent. L'on a eu une cérémonie de grand jour avec un plateau technique qui fait justement rêver. Et c'est donc ce fait majeur de la semaine qui nous intéresse ce jour. Sylvestre Nyek, un nouveau centre hospitalier au Cameroun, en plein cœur de la ville, en plein quartier, Mvorada, avec un plateau technique de rêve. Je dois présenter mes félicitations aux initiateurs, aux promoteurs de cette œuvre, il faut le dire. Une œuvre privée. Vous savez que c'est ce qu'il nous faut. En Mvorada, je rappelle qu'il y a un hôpital de district dont on connaît effectivement la capacité d'accueil, mais également la capacité technique. Ça ne peut être qu'encourageant que de voir des gens investir dans un quartier qu'on dirait mal famé. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Un quartier difficile. Un quartier, non, pas difficile, parce que dans tous les cas, la route passe, mais on le dit mal famé, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment difficile que quelqu'un aille y investir. Ça veut dire qu'il aime ce quartier, il aime son pays, et c'est encouragé. Heureusement, il n'est pas en compétition avec les gens de Mvorada. Heureusement, vraiment. Francis et Soma, nouveau centre donc hospitalier en plein cœur de Yaoundé, la polyclinique Saint-Christophe, nous l'avons dit, qui a été inauguré vendredi dernier par le ministre de la Santé. Oui, c'est un geste à féliciter, c'est une initiative fort louable. Parce que c'est une route que je parcours tous les jours. Je me demandais même qu'est-ce qui est en train d'être fait à cet endroit. Lorsque vous voyez le bâtiment. Lorsque je voyais le bâtiment, les travaux qui s'y effectuaient. Et je voudrais féliciter ce ressortissant de la zone anglophone qui a construit ce... Non, il n'est pas de la zone anglophone. Ah bon? Je préfère taire le nom. Ok, puisque la j'ai vu le directeur. Ah bon, c'est ce nom qui m'a fait croire qu'il est la zone anglophone. Pas du tout. Et comme l'a dit monsieur le maire, il n'est pas en compétition avec personne. Nous saluons, nous admirons l'édifice, nous apprécierons dans les prochains jours les soins qui seront effectués là-bas pour le bien des populations du Cameroun. C'est un Camerounais qui a investi. On salue son œuvre et on ne s'attend pas à ce qu'il vienne chasser tous les gars de Mvorada de leur village avec une chefferie. Décidément. Il faut dire, comme je connais bien le Camerounais en question, il n'a pas cette mentalité-là. Voilà. Il ne travaille même pas au Cameroun. Hein. Il travaille ailleurs. C'est ailleurs qu'il prend son argent pour investir dans son pays. Au Cameroun, ce n'est pas un fonctionnaire. Il ne gagne pas les marchés publics, mais il vient de nous donner une grande polyclinique avec vraiment un plateau technique de rêve. Vous n'aurez plus forcément besoin d'aller à l'étranger pour un certain genre d'opération. Jean Collins. C'est à féliciter. C'est formidable. Et c'est ça
le Cameroun de demain. Il a été compétitif. Il s'est battu dans ce pays, d'où qu'il vienne, pour être quelqu'un. Et il est revenu investir. Peut-être qu'il est même un gars de Vogada. Il est peut-être revenu investir en Vogada pour déjà déblayer le terrain. Quartier qu'on dit mal famé, il est peut-être venu, n'est-ce pas, donner une autre image en Vogada. Parce que quoi qu'on dise, Yaoundé, c'est mon pays, c'est ma ville. Et tout ce que je donne, c'est pour le bien de Yaoundé. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Il ne nous reste qu'à souhaiter bon vent donc à la polyclinique Saint-Christophe du côté de Mvorada. Vous pouvez aller toucher du doigt et vous allez vous en rendre compte que de ce côté, c'est du sérieux. Merci à Francis Essomba, cadre RDPC qui était là ce matin. Merci également à Sylvestre Nyek, ancien maire de Makak, homme politique. Il soutient les idéaux de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Merci à Jean Collins Desfossoquin, qui est un syndicaliste et qui n'est plus à présenter. Il est le président du Sinester, entendez, syndicat national des employés du secteur terrestre du Cameroun. Ne ratez pas la rediffusion, la première cet après-midi à 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs ?